Bonsoir ou bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes en train de découvrir la chaîne ou alors que vous êtes abonné et que vous avez l'habitude de me suivre, sachez que cette vidéo n'est pas vraiment nouvelle. En effet, c'est juste un assemblage de toutes mes autres vidéos sur les analyses des Spider-Man au cinéma. Donc, les deux vidéos sur Tom Holland, la vidéo sur Tobey et la vidéo sur Andrew. Pourquoi je fais ça? Parce que j'adore l'argent, mais surtout parce qu'en vérité, c'était prévu qu'il n'y ait qu'une seule vidéo sur les analyses de Spider-Man. En fait, c'est en écrivant que je me suis rendu compte que non, c'est pas possible, ça allait être beaucoup trop long à faire. Rien que la vidéo sur Tom Holland, j'ai dû la séparer en deux pour pouvoir les sortir dans les temps. Parce que ouais, j'essaye de garder un petit rythme, genre une vidéo toutes les 2 semaines. Pas forcément que sur Spider-Man, parce que voilà, Spider-Man c'est pas non plus le sujet principal de ma chaîne, même si j'adore ça. Voilà, ma déco c'est Spider-Man, il y a beaucoup de Spider-Man. Voilà, hein. Enfin bref, je vais vous laisser regarder la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Monteur, générique. C'est moi le monteur. Donc c'est moi qui décide quand c'est que la vidéo se lance. Bonjour. Soir, bonsoir. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur Spider-Man. Et en commentaire, on pouvait voir que certains étaient irrités à l'idée que je critique leur film préféré ou alors que j'encense un film détesté. Ce que je peux comprendre, oui. Moi aussi, ça me ferait chier qu'un connard qui sort de nulle part vienne me dire que mon film préféré est nul. Mais du coup, j'avais évoqué l'idée d'en faire une vidéo pour expliquer clairement mon avis et mon analyse sur ces films. Alors honnêtement, je peux pas tout expliquer, tout analyser. Pour le coup, il faudrait que je fasse une vidéo de 10 heures pour ça et je ne rigole pas. Et comme j'ai la flemme, je vais plus évoquer tous les points qui ressortent le plus de ces projets tout en gardant une certaine continuité par rapport à l'ordre de sortie et au déroulement des films. Mais comme je suis aussi un gros connard, je vais toujours faire en sorte d'aller dans le sens inverse des avis des gens. Parce que bon, faire une vidéo sur un film que tout le monde kiffe en expliquant pourquoi faut que tout le monde kiffe, j'en vois pas trop l'utilité. Et inversement, quand tout le monde déteste, et pour dire que c'est de la merde. Du coup, préparez-vous à avoir une vidéo sur chaque saga. Une sur celle avec Tobey Maguire, une sur celle avec Andrew Garfield, et aujourd'hui on s'attaque à celle avec Tom Holland. Bon déjà, je vais le répéter à chaque début de vidéo pour que ça soit clair, net et précis, j'aime tous les films Spider-Man. Certains moins que d'autres et c'est normal. Mais c'est à chaque fois pour moi un plaisir de revoir chacun de ces films, même s'il y a des choses vraiment mauvaises dans la plupart. Et pour continuer d'être honnête, tout ce que je dis dans cette vidéo est mon interprétation, mon analyse et mon avis sur ces films. Mon Spider-Man préféré est Tom Holland, mon film Spider-Man préféré est Spider-Man 1 de Sam Raimi avec Tobey Maguire, et enfin l'acteur qui incarne selon moi le mieux Spider-Man à l'écran est Andrew Garfield. D'ailleurs, pour éviter la confusion, j'éviterai d'appeler Peter Parker, mais plutôt par le nom de son interprète. Donc en gros, Andrew Garfield, Tom Holland, Tobey Maguire, vous avez capté. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Maintenant, pourquoi Tom Holland est objectivement le meilleur Spider-Man des trois ? Bon, c'est un petit peu de la triche puisque contrairement aux autres incarnations du personnage, Tom Holland est dans le MCU. Et donc son histoire se poursuit non seulement à travers ses films solo, et aussi à travers ses péripéties dans les films Avengers et autres. Donc je peux pas faire semblant que ces films n'existent pas, parce qu'ils restent malgré tout importants pour l'évolution du personnage, ce qui va venir directement impacter ses films solo. Donc analysons seulement les moments de ces films où Spider-Man est à l'écran. Dans Civil War, le personnage apparaît au milieu du film lorsque Tony Stark aka Iron Man est à la recherche d'aide pour affronter Captain America. La scène avec notre héros préféré s'ouvre alors sur un plan du Queens, parce que c'est là qu'il habite et où il a toujours habité à ses débuts dans les comics. Pour nous introduire le personnage d'une manière intéressante, un plan séquence de 25 secondes va être fait sur l'acteur de dos pour qu'on se pose la question « Est-ce que c'est bien lui ?» Plein d'autres détails vont venir confirmer que c'est Peter Parker, son sac à dos et ses vêtements montrant qu'on a affaire à quelqu'un de jeune. On peut aussi deviner sa situation financière grâce à ce truc qu'il a dans les mains qui a l'air d'être un
lecteur DVD pourri des années 2000. D'ailleurs, on en reparlera plus tard. À la fin de ce plan séquence, Peter dévoile enfin son visage en parlant à sa tante May et en lui disant « Hey May, t'as vu la voiture de fou dehors ?» venant accentuer l'idée que le personnage est loin d'être riche au point qu'il a pas l'habitude de voir une Audi R8 dans son quartier. Oui, la voiture d'Iron Man c'est une R8, comment je le sais, t'inquiète pas. Ensuite, la scène s'enchaîne, on comprend que Peter est choqué de voir Stark chez lui et rentre dans son petit jeu de mensonge. D'ailleurs, le fait de mentir en parlant d'un concours et de stage laisse suggérer que Peter serait vraiment intelligent et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouvait déjà dans les premières minutes de Spider-Man 1 quand Tobey parlait avec Norman Osborn, un autre richissime mec qui se déguise en armure avec des gadgets qui peuvent le faire voler. Si on observe bien, on peut aussi voir que Peter porte un t-shirt pizza qui imite l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, montrant aussi le côté intelligent, insouciant et drôle du personnage. Et en fait, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des détails de mise en scène bien foutus qui introduisent comme il faut le personnage pour qu'on sache tout ce qu'on a besoin de savoir sur lui. La scène continue avec une discussion privée entre Tony et Peter et laisse présager à quel point cette nouvelle relation installée va être géniale. Peter peut pas dévoiler qui il est à Stark, mais celui-ci est déjà au courant et le lui montre. Et comme il peut pas le nier, c'est là qu'il va se mettre à se présenter en tant qu'héros. Il s'appelle Spider-Man, il a des pouvoirs qui le rendent très fort. Il est pauvre au point qu'il demande à Stark si son stage est rémunéré, que ses costumes et gadgets ont été fabriqués à partir de déchets, ce qui nous fait comprendre pourquoi il avait ça dans les mains en arrivant. Il est aussi très intelligent parce qu'en plus ses gadgets impressionnent Stark, qui je le rappelle est un génie également. Peter ne veut pas que sa tante soit au courant de ses activités parce qu'apparemment elle aurait vécu des choses tristes dernièrement, clin d'œil à tous les mecs qui disent que Oncle Ben dans le MCU n'existe pas. En plus son existence est évidente puisqu'on pouvait voir que May avait une bague au doigt. Par la suite Peter va dire que s'il agit en tant que héros c'est parce qu'il pense que quand on n'agit pas pour aider les gens alors qu'on en a les moyens, les conséquences seront de notre responsabilité. Et rien que là, notre Spider-Man est établi. Il est jeune, fort, pauvre mais riche intellectuellement, et son passé lui a inculqué qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et que sa vie en est directement impactée lorsqu'il évoque le fait qu'il ne peut plus faire de sport par peur de niquer tout le monde et qu'il ne peut pas mettre en danger ses proches. La scène se termine sur Peter acceptant l'offre de Stark mais garde malgré tout des doutes. On le revoit lors du combat de l'aéroport et là on est plus sur du Spider-Man que du Peter Parker. Il parle beaucoup, essaye d'être drôle, se sert de ses références de la pop culture pour combattre ses ennemis et s'intéresse aux gadgets et aux techniques de combat de ses adversaires, ce qui va lui valoir justement de se faire avoir à chaque fois. J'aime beaucoup la façon dont Tom Holland interprète ce personnage. Il est jeune, maladroit, limite mal à l'aise quand il parle aux super-héros comme si lui-même savait qu'il est pas du genre à collaborer avec d'autres personnages. Ce qui fait partie du perso dans les comics. Dans toutes ces histoires sur BD, Spidey a toujours été le gars qui n'a jamais réellement voulu être un Avenger et préfère se contenter de son statut d'araignée sympa du quartier. Et beaucoup de gens disent que dans ces films c'est l'inverse, que Tom Holland c'est un fanboy des Avengers alors que pas du tout. À aucun moment il ne dit ça. Dans sa chambre, il n'y a aucun poster ou signe de fanboyisme envers les super-héros comme pourrait le faire Kamala Khan aka Miss Marvel. Certes, il dit qu'il est un big fan de Captain America, mais en même temps, c'est le symbole de son pays et il va pas non plus se mettre à détester les super-héros pour rien. C'est un Peter Parker qui a littéralement grandi dans cet univers plein de héros, donc évidemment que quand il en devient un, il les voit comme des exemples à suivre. Et souhaite même en devenir un. Alors je sais, certains vont déjà me dire que je me contredis par rapport à ce que je disais sur ce que pensait le personnage des Avengers dans les comics, mais justement, on va voir par la suite pourquoi c'est devenu une excellente idée qui fait revenir le personnage aux sources. Revenir aux sources. Retour aux sources. Retour de ce qui fait Spider-Man Spider-Man. Retour à la maison. J'essaye de faire une transition. Spider-Man Homecoming. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais ce titre fait référence au fait que Marvel a récupéré vite fait les droits du personnage et que Homecoming est une tradition américaine fêtant la rentrée scolaire et donc symboliquement la rentrée de Spider-Man dans le MCU. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est cette idée de revenir aux sources, parce que le titre est aussi là pour évoquer ça. Le fait qu'on va renouveler l'histoire du personnage pour se détacher des précédentes adaptations et des comics dans sa forme, mais en gardant et en respectant le fond. Par exemple, MJ, c'est pas vraiment la même. Pareil pour Ned Leeds ou pour Flash, on change légèrement leur personnalité, leur physique pour correspondre aux idées du film, tout en gardant leurs relations respectives. Ned, c'est le pote de Peter, Flash, son bourreau qui lui casse les couilles, et MJ, elle, c'est encore plus différent car le personnage ne la connaît pas encore et est en crush sur un autre personnage qu'on n'a jamais vu en live action, aka Liz Allen, l'une des premières petites copines du héros dans les comics. Après, je vais pas tous vous les évoquer, mais on peut aussi voir Betty Brant, qui est aussi très différente de la version de Raimi, mais qui garde un esprit journalistique, Aaron Davis,
l'oncle de Miles Morales, Mac Gargan aka le Scorpion, Herman Schultz aka le Shocker, bref, plein d'autres persos qu'on n'avait pas vraiment vus auparavant. Le film s'ouvre sur Adrian Toomes, le méchant du film, qui de base travaillait dans une entreprise de nettoyage, puis se retrouve finalement au chômage après que Damage Control, une organisation gouvernementale créée en partenariat avec Tony Stark, le vire de son chantier et fait ruiner son entreprise. Après plusieurs années, celui-ci devient un trafiquant d'armes et de technologie alien et se fait appeler le Vautour. Et rien qu'avec ses premières minutes, on comprend que le Vautour va être un personnage extrêmement bien adapté. Faut savoir que dans les comics, Adrian Toomes se fait trahir par un partenaire d'affaires et devient le Vautour grâce à des technologies qu'il a développées pour se venger. Et la différence se fait que dans le MCU, ce partenaire qui le ruine, c'est Tony Stark. Et il veut pas réellement se venger de lui, mais voue quand même une haine envers les riches, car il est dépeint comme un ouvrier ordinaire qui se voit exclu par les puissants. Et donc va venir commettre des crimes, car il croit que le système est contre lui et que ses actions sont légitimes pour soutenir ses besoins. Et désolé de vous le dire, c'est un excellent travail d'adaptation. C'est à la fois similaire aux comics et différent pour pouvoir intégrer ça dans la continuité du MCU et dans ce que veut raconter le film. Toute cette présentation du personnage est là pour faire face à une critique qui a été faite comme quoi le Vautour serait plus un méchant d'Iron Man que de Spider-Man. Sauf que le Vautour en a rien à foutre d'Iron Man, et surtout dans les comics, il devient méchant pour confronter son partenaire de travail, donc c'est pas non plus un méchant de Spider-Man, mais un méchant du mec random qu'on a vu que dans un comics. Et évidemment, je pense pas ça. Le Vautour est un méchant de Spider-Man parce que les deux sont intimement liés par leur motivation et leur sens du devoir et de la morale, et ça c'est quelque chose qu'on explorera plus tard. Ensuite, le générique Marvel Studios commence avec pour musique de fond le thème original du dessin animé des années 60, et beaucoup se sont plaints du fait qu'ils n'ont pas gardé ce thème en tant que thème principal du film, sauf que non. Ce thème symbolise aujourd'hui Spider-Man sous n'importe quelle forme audiovisuelle, et donc il peut pas être associé à cette nouvelle version qui doit avoir sa propre personnalité. C'est pour ça que Michael Giacchino a composé un nouveau thème pour rendre ce Spider-Man identifiable. Et je sais pas vous, moi j'adore cette bande son. Faut savoir qu'à mon premier visionnage de Homecoming, j'avais détesté. Après j'ai grandi, mes avis ont évolué sur certains films dont Homecoming, mais s'il y a bien un point qui n'a pas changé, c'est la qualité exceptionnelle des BO de ces films. L'histoire continue avec une scène plutôt amusante et inattendue de Peter qui filme son voyage lors des événements du précédent film. Et toute cette séquence est là pour nous montrer le côté fun et maladroit du personnage tout en gardant ce qui nous a été installé dans Civil War. Le fait de tout filmer comme une sorte de reportage ou de vlog est aussi très intelligent parce que filmer et photographier des trucs, ça fait partie de Peter Parker. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on verra plus trop par la suite et c'est bien dommage. Ensuite, on a une discussion qui met en évidence l'un des points principaux qui est abordé dans ce film, la relation Peter Parker-Tony Stark. Dans Civil War, Peter affirme à certains moments qu'il est là pour impressionner Stark, et dans ce film, on vient nous dire qu'il fait ça pour essayer de devenir un Avenger. Et Stark lui enseigne qu'il doit pour le moment se contenter d'être la petite araignée sympa du quartier. Ce qui fait chier Peter, car comme un gamin normal, celui-ci veut être quelqu'un de grand. Il a des ambitions, et c'est un des sujets qu'aborde ce film, l'émancipation de Peter Parker. Chercher à prouver qu'il est digne d'être un grand héros en essayant de sortir de l'ombre que lui fait Iron Man, qui l'empêche d'évoluer, mais on reviendra plus tard sur ce point. Je vais un peu accélérer pour la suite, mais on peut résumer ça par Peter qui vit sa vie d'ado, il va en cours, et ça l'emmerde parce qu'il sait qu'il peut faire bien plus que rester assis sur une chaise, mais il reste malgré tout très intelligent, comme on peut le voir à certains moments, ce qui fait qu'il est considéré comme un loser, lui et son pote Ned Leeds. Mais ce qui est intéressant dans ce genre de séquence, c'est le fait qu'on voit à quoi ressemble le MCU du point de vue des jeunes. On sait qu'ils étudient certains super-héros comme Thor pour parler de la mythologie nordique, on peut apercevoir une frise chronologique dans laquelle certaines personnalités super-héroïques intelligentes apparaissent comme Bruce Banner aka Hulk. Certains étudiants s'intéressent même à la vie de ces héros et en font des jeux comme Kiss, Marry, Kill. Bref, on nous offre une nouvelle perspective du MCU plutôt sympathique. Après les cours terminés, vient enfin le moment où Peter peut enfin changer d'identité et devenir Spider-Man, et suivre un enchaînement d'actions digne d'une araignée sympa du quartier. Aider les vieilles dames à traverser la route, empêcher quelqu'un de voler un vélo, bref, des choses qu'on ne voit pas assez souvent au cinéma avec Spidey, alors que ça fait partie de l'essence même du personnage. D'ailleurs, ce qui me fait kiffer dans ce passage, c'est la réaction des gens. On voit qu'ils sont assez mitigés sur ce héros. Certains le kiffent, d'autres le connaissent à peine, d'autres ne lui adressent même pas la parole, voire viennent à l'insulter pour avoir essayé de jouer les héros. Et c'est cool car ça c'est pareil, dans les comics, Spider-Man n'est pas adoré de tous. Plein de New-Yorkais ne sont pas d'accord avec ses actions et je parle pas que de J. Jonah Jameson. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouvera également dans No Way Home et qu'on retrouve aussi dans les jeux Insomniac. Parce que même si ça fait pas partie de l'intrigue, quand vous essayez d'interagir avec des New-Yorkais, certains vous kiffent, vous font des éloges et d'autres vous manquent de respect. Et le chrome nous montrait ta tronche, saleté de justicier.
Et cette séquence est aussi là pour montrer un héros encore peu expérimenté. Il essaye de faire de son mieux, mais fait quelques bourdes par-ci par-là. Même au niveau de ses déplacements, beaucoup critiquent le fait qu'il n'y a pas assez de scènes de voltige comme dans les films de Raimi ou de Webb, sans se poser la question de pourquoi ils l'ont pas fait. Parce qu'il y a une raison derrière, c'est Spider-Man qui débute dans le métier. Il y a littéralement un plan de Peter qui se casse la gueule en essayant de se balancer. Ce qui est aussi une référence à Spider-Man 1 quand Tobey essaie de voltiger pour la première fois. La séquence se finit sur Peter qui fait un résumé de sa journée à Tony Stark, montrant que le personnage dépend réellement de lui pour agir en tant que super-héros. Et ça, c'est pas bien, parce que Peter normalement agit en tant que Spider-Man, non pas pour se la péter en tant qu'Avenger, mais parce que c'est son devoir de super-héros. Mais évidemment, je suis pas débile, je vais attendre la fin du film pour critiquer ce point parce que oui, c'est justifié pour l'évolution du personnage. Car quand Peter va par exemple à la soirée de Liz, celui-ci est sur le point de débarquer en Spidey pour se la péter et faire la fête avec tout le monde. Sauf qu'au final, il préfère aller arrêter des criminels parce que Spider-Man n'est pas une attraction et celui-ci se sent obligé d'y aller. Mais du coup, pour quelle raison? Parce que c'est son devoir ou parce qu'il veut impressionner Stark? Pareil pour plus tard, Peter préfère aller arrêter le vautour plutôt que de rester s'amuser avec ses amis et sa crush, mais cette fois, il y va en ayant acquis son costume, parce que Stark l'avait bridé et posé un tracker à l'intérieur. Et donc est-ce que à ce moment-là du film, Peter dépend encore de Stark? La réponse est encore oui. Pour le moment. Parce que le fait que Tony l'interdit de faire plus qu'il ne fait déjà, qu'il ne lui fait pas entièrement confiance au point qu'il intègre un tracker et des gadgets automatiques dans son costume, qu'il fait appel au FBI pour régler certaines situations pour que Peter ne se confronte pas au danger. Et évidemment, tout ça a fait dire à certaines personnes que gna 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 c'est plus Spider-Man mais Iron Boy Jr. Est-ce que vous avez vu le film? Du moins, l'avez-vous compris? Tout le principe, c'est de montrer que Spider-Man doit se détacher d'Iron Man pour devenir un véritable héros. Le costume high-tech que lui a fabriqué Stark représente cette fameuse dépendance d'Iron Man qu'a le personnage de Tom Holland, qui l'empêche inconsciemment de devenir meilleur, car il pense n'être rien sans le costume, alors que justement, le premier face-à-face contre le vautour, Peter le perd à cause du parachute que Stark a implanté dans son costume. Le second, à cause de la technologie du costume qui fait n'importe quoi. Donc non, ceux qui disent que Spider-Man n'arrive à rien sans Iron Man, c'est faux. Il le sauve peut-être de la noyade à un moment donné, mais noyade causée par son parachute qu'il a intégré. Il empêche peut-être le ferry de couler, mais c'est à cause du FBI envoyé par lui que le vautour a le temps de s'équiper et de tout niquer. Et le seul moment où Peter arrive à sortir victorieux d'un combat, c'est quand il ne peut compter que sur lui. Pas de costume, pas de technologie à la fin, il a même plus de lance-toile, mais réussit quand même à faire en sorte que tout le monde s'en sorte sain et sauf. Après, si je peux être honnête, si des gens appellent ce personnage Iron Boy Jr., c'est sûrement parce que le film n'est pas assez clair sur les idées qu'il veut transmettre, et ça peut être considéré comme un défaut. Mais après, faut pas faire les aveugles non plus. Beaucoup traitent le Spidey de Holland d'assisté alors qu'à part son costume, il a rien d'autre de fou. Ses lance-toiles, c'est toujours lui qui doit les fabriquer, il a toujours pas d'argent au point qu'il a un vieux téléphone pas ouf et cassé. Quand il perd son sac à dos, il doit aller en cours en portant ses affaires, et il se met constamment en danger inconsciemment. Il veut tellement faire de son mieux qu'il en oublie sa propre santé et que ça doit être Ned et Tante May qui doivent lui rappeler de faire gaffe. D'ailleurs, parlons de Tante May dans ce film. Ça va. Oui, ça c'est sûr, c'est la moins bonne Tante May qu'on ait eue en live action. Mais dans Homecoming, ça va. C'est plutôt dans les suites où j'ai du mal avec elle. Parce que dans Homecoming, elle est très cool. Marvel lui a donné un aspect de grande sœur par moment, elle prévient Peter des dangers extérieurs, elle s'inquiète pour lui quand il ne répond à personne, l'aide dans les moments où il en a besoin, et elle au moins a compris que Stark était toxique pour Peter et le fait comprendre dans cette scène. Bref, elle est tout ce qu'on attend d'une Tante May, mais c'est tout. Ça va pas plus loin avec le personnage, et c'est bien dommage. Après plusieurs scènes de Spidey qui enquête pour arrêter le gang du vautour, ce qui est d'ailleurs très cool parce que Spidey a toujours eu un petit côté enquêteur. Alors on n'est peut-être pas au même niveau que Batman, mais ce côté enquêteur existe. Parce que c'est l'inspecteur Spider. J'espère que vous avez la ref, sinon c'est gênant. On peut maintenant venir directement au passage du ferry où Tony fait la morale à Peter sur le fait que ça soit à cause de lui que tout a foiré. Et dans un sens, oui. Si Spidey ne serait pas intervenu, le FBI aurait sûrement arrêté le vautour. Tout comme si le FBI ne serait pas intervenu, c'est Spidey qui aurait sûrement arrêté le vautour. Donc les deux sont fautifs l'un pour l'autre, mais Stark prend le dessus en se servant de la carte de l'adulte responsable qui n'a jamais causé de problème auparavant, clin d'œil, clin d'œil. Donc à ce moment-là, Peter est perdant uniquement parce qu'il est jeune et que Tony ne lui fait pas entièrement confiance. Mais ce qui est intelligent, c'est que Stark lui reprend son costume, et il lui dit que leur relation est terminée et qu'il doit maintenant se contenter de ne plus rien faire et de vivre sa vie d'ado. Et c'est ce qui va se passer pendant quelques minutes. Peter arrête d'être un super-héros, retourne en cours, va au bal avec son amoureuse et on pourrait se dire waouh, quelle fin de merde. Et la plot twist,
Le père de Liz, c'est le vautour. Et je trouve que ça fonctionne très bien parce que rares sont ceux qui l'avaient deviné. Le film n'aborde à aucun moment qui sont les parents de Liz. On sait juste qu'ils sont très riches quand on voit leur villa de fou. Et comme Liz est métisse, on peut se douter qu'elle a un parent blanc et un parent noir. On sait aussi que Tooms a pas mal de thunes grâce à ses activités et a une famille et au moins un enfant, car c'est ce qui est suggéré dans la toute première scène du film avec le dessin des Avengers. Mais à aucun moment le film ne met en avant un de ces éléments et nous les fait glisser sous notre nez pour que quand le moment arrive, on se refait un flashback de tout le film et on se dit putain c'était sous notre nez depuis le début. Je suis quasiment sûr que beaucoup comme moi ont été surpris et n'avaient même pas compris que c'était vraiment le père de Liz. Parce que perso je croyais vraiment qu'Adrian Toomes venait de kidnapper une famille. Et c'est quand la scène avance qu'on voit qu'il a un comportement normal, une femme et une fille qu'il aime, bref, une vie de famille quoi. Et donc c'est terrifiant de voir le contraste entre comment le personnage a été tout le long du film et comment il est avec sa famille. Après je vais pas trop vous parler de la scène de la voiture qui suit parce que tout le monde sait à quel point elle est géniale, que ça soit par la mise en scène, la tension qu'elle nous fait ressentir et tous les enjeux du film qui refont surface d'un coup. Mais ce qui est important à ce moment du film, c'est que c'est à partir de là qu'on comprend que Peter Parker n'agissait pas seulement pour faire plaisir à Stark, mais aussi parce que ça a toujours été son devoir d'arrêter les criminels, ses responsabilités. Maintenant qu'il sait qui est Adrian Toomes et ce qu'il compte faire, il ne peut pas attendre que quelqu'un d'autre agisse, car si des personnes viennent à être blessées ou tuées à cause des trafics du vautour, ça sera de sa responsabilité. Et oui, je viens de dire littéralement ce que disait Peter dans Civil War. Comme quoi on dirait bien que ce Spider-Man a compris avant même son premier film qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, là où Andrew Garfield, même après 2 films, c'est pas vraiment le cas. Mais ça évidemment, on le verra dans la prochaine vidéo. Quoique, la prochaine vidéo c'est peut-être ma vidéo sur The Forest, faudrait que je la sorte hein. Donc prochaine vidéo The Forest, restez branchés, j'ai bégayé, restez branchés. Du coup, alors que Peter pourrait très bien rester avec sa bien-aimée et ses amis pour faire la fête parce que Stark n'en a plus rien à battre de sa tronche, bah il part quand même arrêter le vautour en retournant avec ses équipements fondamentaux car c'est un vrai super-héros. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le dilemme de Peter entre choisir de rester avec sa copine et alors fermer les yeux sur le vautour car de toute façon on lui reprochera pas de pas avoir agi, ou alors aller arrêter le vautour, se mettre en danger, détruire la vie de la fille qu'il aime en arrêtant son père, mais au moins avoir fait face à ses responsabilités. Je rajouterais même plus, cette séquence, c'est comme ce qu'il se passe avec Oncle Ben. Peter pourrait très bien laisser le vautour s'attaquer à l'équipement d'Iron Man après ce que celui-ci lui a fait, pour se venger, mais ça ferait de lui quelqu'un d'irresponsable avec des conséquences terribles. Ensuite, on a une scène où Peter affronte le Shocker et c'est pas terrible, soyons honnêtes. Ce Shocker est inintéressant, les scènes d'action sont pas très spectaculaires et il se fait bolos en 2 minutes. Bon, en soi, le Shocker ça a toujours été le méchant secondaire qui se fait bolos en 2 minutes, mais quand même. Après, il y a une scène pas non plus incroyable de Peter qui conduit la voiture de Flash, ce qui reste quand même un peu drôle parce qu'on peut voir les combinaisons de pouvoirs de Spidey avec un véhicule, mais encore une fois, c'est pas oufissime. Et enfin, le dernier face-à-face entre Peter et le vautour arrive. Cette scène met en évidence plein de parallèles entre les deux personnages sur leur motivation. Tous deux se battent en menant une double vie pour leurs proches et cherchent à se faire une place dans un monde qui ne semble pas leur faire de cadeaux. Cependant, la différence réside dans la manière dont ils choisissent de réagir à ces défis. Peter choisit la voie de l'altruisme et de la responsabilité, tandis que Toomes opte pour la rébellion et la criminalité. Cette opposition montre que malgré leurs similitudes, ce sont leurs choix moraux qui les différencient profondément, et qui font de Vautour un super méchant dans tous les sens du terme. Toomes finit par s'attaquer à l'araignée, celui-ci se fait démolir et se retrouve bloqué dans des débris, et là c'est pareil, la mise en scène est incroyable, la caméra qui reste toujours fixe et très rapprochée sur le personnage avec souvent des débris qui bloquent le champ de vision pour accentuer cette sensation d'enfermement. Les débris sous lesquels il est coincé symbolisent l'accumulation de ses doutes, de ses peurs, de ses responsabilités et du poids des attentes qu'il s'impose, à la fois en tant que jeune héros et en tant qu'adolescent. Et le fait qu'il arrive finalement à s'en sortir sans le costume de Stark symbolise qu'il n'est plus dépendant de lui et qu'il peut maintenant faire face à tous les défis mentaux et physiques que je viens d'évoquer par lui-même. Il finit par empêcher le vautour de réaliser le plus gros braquage de tous les temps sans le laisser mourir, accepte et assume la responsabilité d'avoir gâché la vie de Liz car c'était le plus juste à faire, attire quand même l'attention de Stark car Peter vient de prouver qu'il est meilleur que lui même sans technologie, Stark qui lui offre la possibilité de rejoindre officiellement les Avengers avec un nouveau costume aka l'Iron Spider, et Peter refuse car il sait qu'il doit être un héros à sa manière, en dehors de l'ombre des Avengers. Ça empêchera pas Iron Man de lui redonner quand même l'autre costume qui finit par changer de symbolique et devenir un objet identitaire plutôt qu'un objet de dépendance, afin de montrer à Peter qu'il lui accorde sa confiance et qu'il doit établir son propre chemin en tant que Spider-Man, indépendamment de l'influence d'autres super-héros. Mais également qu'il s'est rendu compte du poids des responsabilités que ça fait d'être Spider-Man et que à cause de ça, il sera sûrement jamais réellement prêt à être un Avenger.
Alors que Thanos envoie des membres de l'Ordre Noir sur Terre, Peter, qui était pas loin, sent grâce à son Spider-Sense qu'un danger le guette. Il va donc aider les Vengeurs, et alors que Stark lui donne le devoir de veiller sur Strange, Peter se met en danger pour assurer le bien du magicien. Ce qui oblige Iron Man à lui donner l'Iron Spider de force pour lui redonner un peu d'air, mais aussi pour s'assurer qu'il n'intervienne plus en activant de force un parachute. Comme quoi Tony Stark va bien te faire foutre. Mais comme Peter n'est pas une merde, que ça soit humainement ou en termes de puissance, il arrive à rester accroché au vaisseau et à continuer sa mission avec les Vengeurs. Il sauve Doctor Strange de la torture d'Ebonimo avec Iron Man, et comme à son habitude, Stark lui impose des choses qui vont porter préjudice à Peter pour la suite, parce que celui-ci devient officiellement un Avenger. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Peter devient un Avenger par obligation et non par volonté. Parce qu'on sait que ce personnage ne souhaite pas devenir Avenger, et vous allez me dire pourquoi il est resté avec eux sur le vaisseau alors. Look, when you can do the things that I can, but you don't, and then the bad things happen, they happen because of you. Même pas besoin de répondre, les films le font déjà, peut-être qu'il faudrait les regarder. Spidey rencontre les Gardiens de la Galaxie, on montre bien que Peter a de la culture lorsqu'il interagit avec Star-Lord et c'est cool. Et la suite, on la connaît, ils affrontent Thanos, se font démonter, tout le monde meurt, et le détail sympa qu'on retrouve au moment de la mort de notre araignée, c'est qu'il s'excuse auprès de Tony. Pour quelle raison? On ne le sait pas vraiment. Il a commis aucune véritable erreur, mais ça fait encore une fois partie du personnage. Spider-Man est un héros qui essaie toujours de faire de son mieux, et quand il échoue, il met la faute sur lui-même pour essayer de devenir meilleur à l'avenir. Dans Endgame, on voit 2 fois Peter vers le début du film, lorsque celui-ci est maintenant décédé. Tony voit plusieurs fois son visage et se sent coupable de sa mort. La scène où Stark revoit une photo de lui avec Peter est vraiment intéressante pour plusieurs raisons. On comprend que Tony était tellement attaché à lui qu'il a gardé une photo où ils étaient ensemble, c'est dire à quel point leur relation a évolué. Mais surtout, le fait de regarder cette photo à ce moment-là du film n'est pas anodin. Tony la voit tout le temps cette photo, et c'est bizarrement le jour où on lui apprend qu'il y aurait la possibilité de retourner dans le passé qu'il s'y intéresse. Pourquoi? Parce que Tony a refusé de participer à la tentative de retourner dans le temps, alors qu'il sait que c'est certainement possible vu à quel point le personnage est intelligent. Et en revoyant Peter, il se remémore ce que celui-ci lui a dit quand il l'avait rencontré pour la première fois, et je vais pas le remettre parce que je l'ai mis il y a quelques secondes, mais c'est bien évidemment la citation « Quand tu as des pouvoirs et que tu n'agis pas et que quelque chose de mal arrive, c'est de ta faute ». Et là, Tony a le pouvoir de retourner dans le temps. Il ne le sait pas encore, mais parce qu'il ne veut pas essayer. Et donc faire l'aveugle reviendrait à abandonner tous ceux qui sont morts. S'ils ne reviennent pas, ça serait de sa responsabilité. Mais du coup, il voit la photo, change d'avis, comprend qu'il peut retourner dans le passé, le fait, ramène tout le monde à la vie. Peter le voit mourir et le pleure parce que malgré les différends qu'ils ont eus, ils entretenaient une relation mentor-apprenti évidente. Spider-Man a pu exploiter son plein potentiel grâce au fait qu'il ait appris à se détacher d'Iron Man, et Iron Man a réussi à devenir meilleur grâce aux enseignements que Spider-Man lui a appris par ses actions. Et ça, c'est putain de beau. C'est pour ça que c'est selon moi une des meilleures relations qu'on ait eues dans le MCU. Ce second volet de la saga avec Tom Holland s'ouvre sur une séquence nous présentant sans vraiment le dire l'antagoniste du film. Ils ont donc gardé le même schéma narratif que le précédent opus pour ce qui est d'introduire le méchant, mais cette fois d'une manière plus subtile. Ensuite on a la scène rendant hommage aux Avengers morts dans Endgame et Infinity War. Alors j'ai vu plein de gens critiquer cette scène, notamment un youtubeur dont je tairai le nom, et je trouve la critique vraiment pas nécessaire. Alors certes, ce montage est ridicule et drôle par rapport à ce qu'il montre, mais il reste avant tout réel. Ce genre de truc, c'est typiquement un montage de merde qu'on pourrait retrouver sur TikTok. C'est encore une fois pour moi une bonne manière de montrer le point de vue des jeunes dans cette saga qui entretenait une vision digne de la réalité quand leurs personnes favorites disparaissent. Ensuite, un autre point qui a gêné beaucoup de monde, c'est le fait que Peter soit soudainement en crush sur MJ. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est le MCU. Il y a plusieurs années qui se sont passées entre Homecoming et Far From Home sans forcément parler de l'éclipse de 5 ans où tout le monde a disparu. Donc leur relation a certainement évolué et dans Homecoming, on voyait vite fait que les personnages s'appréciaient. Donc non, il y a rien de choquant. Ça arrive même plutôt souvent dans les suites. J'ai pas d'exemple en tête, peut-être... Si, peut-être Ted. Dans Ted 1, John finit en couple avec sa meuf, et dans Ted 2, au début du film, on apprend qu'ils se sont séparés. Et est-ce que ça gâche réellement notre appréciation de ces films? Pas vraiment. Est-ce que je viens de comparer les films Spider-Man au film Ted? Ouais.
Ensuite, on aborde un des points principaux du film, qui montre le fait d'assumer ses responsabilités du point de vue inverse du film précédent, où Peter souhaitait faire face à plus de responsabilités en devenant un Avengers sans se rendre compte de celles qu'il avait déjà. Et maintenant, il doit assumer le fait que Spider-Man soit considéré comme un Avenger, mais également futur leader de la prochaine génération de super-héros qui doit être représenté comme un nouvel Iron Man. Et ça a fait grincer des dents, mais pareil, c'est justifié. On montre d'abord faire Spider-Man des choses qu'il n'est pas censé faire, pour ensuite le faire évoluer, c'est tout l'intérêt de ces films. Donc quand on dit Spider-Man doit être le nouvel Iron Man, c'est pas littéralement devenir un gars qui tire des lasers avec une armure. D'ailleurs, dans les comics, c'est une des capacités de l'Iron Spider qu'on ne voit pas dans les films. C'est dire à quel point ces projets voulaient quand même pas trop faire de Spidey un Iron Boy Junior. Et le fait d'utiliser le terme nouvel Iron Man, c'est plus symboliquement. Iron Man, c'est devenu une légende, le super-héros qui a sacrifié sa vie pour sauver l'univers. Et donc, est-ce que Peter peut être son digne successeur? Un héros prêt à faire face à toutes les responsabilités? Bah c'est justement ce que ce film veut aborder, et c'est génial comme idée. Parce que comme on a affaire à un jeune Peter Parker qui sait le poids qui pèse sur ses épaules quand on est un Avenger, du genre empêcher la destruction de l'univers, se faire buter, ressusciter, voir son mentor mourir, avec tout ça, celui-ci ne peut que douter de son statut, surtout quand on a envie de vivre sa vie d'ado et qu'on galère beaucoup avec ses responsabilités. Donc en rajouter d'autres ne serait qu'injuste pour lui. Donc au lieu de les faire face, il les fuit et part en vacances en oubliant son statut de héros pendant un temps. New York étant intrinsèquement lié à l'identité de Peter Parker en tant que Spider-Man, en le faisant quitter cette ville, le film symbolise donc une rupture temporaire avec son identité de super-héros. Et j'en vois déjà certains venir, c'est que des vacances. Il part pas pour toujours, c'est pas comme s'il abandonnait New York parce qu'il préfère rester avec ses proches. N'est-ce pas Andrew? Et avec tout ça, s'il y a bien un personnage qui pourrait encore plus foutre la pression sur les épaules de Peter, c'est Nick Fury. Parce que lui s'en fout de ce que pense Peter. T'es un super-héros, tu assumes, rien à foutre que tu veuilles profiter de ta jeunesse et de tes proches. Donc alors que Peter profite de ses vacances, il se fait attaquer par un des élémentaux, groupe de méchants qui existent dans les comics mais qui sont très différents des versions du film, pour laisser place au véritable antagoniste aka Mysterio. Et ce que j'aime bien avec toute cette séquence à Venise, c'est le fait que Peter agisse quand même alors qu'il veut être en vacances. Parce que c'est à lui de résoudre la situation puisqu'il sait qu'il est seul avec Mysterio à en avoir la capacité. Et surtout, c'est cool de voir Spidey agir en étant pas forcément à New York. Parce que ça renforce cette notion extrêmement importante de Spider-Man. Ça peut être n'importe qui sous le masque. Quelle que soit ta culture, ton lieu de vie, ton physique, Spider-Man, c'est juste une personne qui a été au mauvais endroit au mauvais moment. Ou alors au bon endroit au bon moment, ça dépend des points de vue. Donc le voir voltiger en Italie, en Autriche, en Angleterre, non seulement ça renouvelle un peu la formule parce qu'avec 6 films à New York, c'est cool de changer un peu, mais surtout, ça montre à certains fans la possibilité de voir leur héros être chez eux, et même les pousser à s'imaginer être Spider-Man sans forcément avoir le besoin de se dire qu'on est à New York. Bref, le combat se termine bien, Nick Fury rend visite à Spidey pour lui proposer une mission et lui donner Edith, le MacGuffin du film qui sont les lunettes de Tony Stark que celui-ci voulait lui offrir avant sa mort. Et tout comme le premier film avec le costume, les lunettes ont une symbolique et pas n'importe laquelle, le pouvoir. Un trop gros pouvoir que Peter n'est pas prêt d'assumer, parce que vous savez quoi? Un grand pouvoir, ça implique de grandes responsabilités. Sauf que Peter veut justement les fuir ces responsabilités, et certaines scènes du film sont là pour montrer que Peter ne peut pas maîtriser cette technologie correctement. Ce qui respecte donc la continuité du perso. Peter n'est pas et ne sera sûrement jamais prêt pour être un vrai Avenger, et représenter correctement l'héritage de Stark comme tout le monde le pense. Puis c'est là qu'intervient Mysterio qui commence ses manipulations. Faire croire qu'il vient d'un autre univers, montre qu'il aurait un passé triste. Mais évidemment, pour des fans de Spider-Man, tout le monde se doutait qu'il mentait. Déjà, le film le montre subtilement par sa mise en scène, quand Quentin Beck parle des élémentaux à Peter, et qu'on a ce plan avec un cercle autour du visage de Mysterio, formant le fameux bocal qu'il utilise comme masque, mais symbolisant également que tout ce qu'il raconte provient de sa tête, et donc de son imagination. La scène où Peter parle en privé avec lui, et où la caméra fait un mouvement bizarre où on a l'impression que quelque chose s'approche de lui alors qu'il n'y a rien. Et c'est en revoyant le film qu'on comprend que c'est le vrai Beck qui se rend invisible pour s'asseoir à côté de Peter et vraiment interagir avec lui sans se faire cramer. Mais ce qui était réellement intéressant pour nous, c'est de voir à quel point il mentait et pourquoi. Parce qu'adapter Mysterio, que ça soit en termes de design ou de ses pouvoirs, c'était un pari assez risqué. Bref, on a passé la séquence à Prague où Peter doit encore une fois aller affronter des méchants plutôt que de passer du temps avec la fille qu'il aime. Il affronte l'élémentaire de feu dans une séquence très cool avec plein de moments de mise en scène sympathiques, puis ensuite va boire un coup avec Beck et toute cette séquence est faite pour pousser Peter à donner les lunettes à Mysterio. Celui-ci a failli se sacrifier
sacrifier pour sauver le monde, comme l'a fait Iron Man. Celui-ci a un physique assez proche de Tony Stark. Il y a aussi l'actrice qui ramasse les lunettes de Peter car apparemment il les aurait fait tomber et Beck qui souligne ça pour bien montrer à quel point il n'est pas assez responsable pour garder ses lunettes. Donc désolé mais avec tous ces éléments je trouve ça normal que Peter donne les lunettes à Beck. C'est de la manipulation. Et Mysterio profite du fait que ça l'emmerde vraiment d'avoir toutes ses responsabilités, donc Peter lui donne et bim, révélation. Et donc là vient le monologue pas très bien amené de Beck qui explique pourquoi il a fait tout ça, et on remarquera que quand il parle de sa création, la réaction du public est différente d'un film à l'autre. Dans Civil War, Stark se moque du nom des lunettes mais personne réagit. Binarily augmented retroframing, or BARF. God, I gotta work on that acronym. Là où dans sa tête, Mysterio entend des rires, pour montrer à quel point il est taré. Augmented retroframing, or BARF. Ensuite, plein de gens ont critiqué le fait que c'est encore un méchant lié à Iron Man. Alors déjà on a vu que le vautour c'était pas vraiment le cas. Il détestait Stark mais en avait rien à foutre de lui. Là où Mysterio voue une plus grosse haine envers lui mais ne fait pas tout ça à cause d'Iron Man. Il a toujours été fou, il s'est littéralement fait virer à cause de son instabilité mentale. Ensuite si on se réfère aux comics on remarquera que niveau travail d'adaptation c'est toujours aussi quali. Parce que Mysterio à la base c'est un mec qui travaille dans les effets spéciaux au cinéma. Et du coup c'est intéressant de voir que le film montre le personnage tout le long comme un acteur de film. Il en fait des caisses, crée lui-même des mises en scène, des costumes, porte même une tenue ressemblant à celle de motion capture pour mieux gérer les effets spéciaux. Après, dans les BD, il se présente comme un super-héros, comme dans le film, mais un super-héros capable d'arrêter Spider-Man, car oui, comme J. Jonah Jameson donne une mauvaise image du héros, Quentin Beck va compter sur les médias du Daily Bugle pour se donner une belle image, et pour ça doit arrêter Spidey pour faire plaisir au patron, alors qu'en vérité il n'est qu'un prestidigitateur sans pouvoir. Dans le film, il fait quasiment pareil, il se fait passer pour un héros car il aime la gloire et le pouvoir qui, comme on l'a dit précédemment, est symbolisé par les lunettes Edith, mais pour arriver à ses fins, il doit faire face à Spider-Man. Donc l'approche est différente, mais l'idée derrière est la même, et donc c'est pour ça que c'est génial et qu'il n'est pas un méchant d'Iron Man. Le film continue et fait avancer la relation Peter-MJ qui est une relation très basique. Il n'y a rien de vraiment intéressant à dire honnêtement, à part que MJ fait avancer le scénario en faisant comprendre à Peter que Mysterio est une fraude. Mysterio de son côté prépare sa future mise en scène, on accentue le fait que c'est un malade mental qui est prêt à tuer tout le monde pour la gloire et est prêt à tuer Peter Parker parce qu'il a découvert son secret. Peter va en Allemagne pour raconter la vérité à Nick Fury qui est en fait une illusion de Mysterio et vient enfin ma scène préférée de tous les films Spider-Man réunis, la scène des illusions. Bon là je pense qu'il n'y a aucun débat, cette scène est excellente, que ça soit sa mise en scène, ses visuels, son rythme, tout est génial et contraste parfaitement avec le reste du film. Beaucoup ont critiqué le fait qu'on n'ait pas eu plus de séquences comme ça, mais je trouve que ça aurait justement dénaturé ce passage et l'aurait rendu banal. On doit comprendre qu'on n'est plus dans la réalité mais dans un monde quasiment onirique voire cauchemardesque. La scène explore toutes les pensées que Peter porte en tant que Spider-Man en se servant de Mysterio pour exploiter sa culpabilité et ses doutes sur sa capacité à succéder à Tony Stark, reflétant ainsi les luttes internes que Peter éprouve pour se voir comme un héros capable et digne de confiance. Et le fait que Peter ne puisse pas immédiatement distinguer la réalité de l'illusion met en lumière une nouvelle thématique, les défis liés à l'identification correcte des amis et ennemis reflétant la déception et la difficulté à discerner la vérité dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses, conduisant donc Peter à réellement douter de lui. Et le film se sert de la figure de Happy Hogan, personne connaissant très bien Stark et le monde des super-héros pour expliquer que les compétences de Peter ne résident pas uniquement dans la technologie ou dans les attentes des gens, mais dans ses propres choix et sa propre vision en tant que héros. Il ne doit pas devenir le nouvel Iron Man, mais s'affirmer en tant que Spider-Man. La conversation avec Happy est un catalyseur pour la maturité de Peter. Il passe de l'état de doute et d'incertitude à une position où il est prêt à prendre des décisions courageuses et affronter les défis avec une nouvelle perspective, ce qui marque une étape importante dans son développement en tant que super-héros et en tant qu'individu. Vient alors le moment où il se fabrique un nouveau costume et encore une fois beaucoup de gens ont gueulé parce que tu comprends, c'est pas vraiment lui qui a fait de ses propres mains. Alors faut savoir un truc, c'est que beaucoup appellent ce costume le costume homemade, donc fait maison. Et chaque version de Spider-Man a eu le droit à sa version fait maison. Mais en vérité, c'est lui le vrai costume de Tom Holland. C'est sa version finale du costume de Spider-Man, parce qu'il est pauvre et n'a pas les moyens et ressources nécessaires pour se faire des tenues comme Tobey et Andrew. Et même quand il change de tenue pour celle de l'Iron Spider par exemple, on montre que ses conditions de vie sont toujours les mêmes. Regardez ce plan où pour recharger son costume, il doit brancher je sais pas combien de câbles et foutre un bordel car le gars vit dans un appart avec une électricité éclatée du Queens. Donc c'est drôle de voir les gens critiquer le Spider-Man du MCU en disant oui c'est un privilégié, il est aidé par les riches.
oui et non, c'est pas vrai mais c'est pas faux non plus, c'est juste plus compliqué que ça en a l'air parce que ces films sont moins cons que ce que vous pensez. Donc en fait, c'est plutôt malin d'utiliser une figure richissime pour permettre à Peter de se créer ses gadgets, sa tenue, son design, ça offre la possibilité d'avoir du renouveau avec le personnage. Et est-ce un mal de se renouveler surtout quand c'est bien fait ? Pas du tout. Est-ce que vous avez le droit de pas aimer? Bien sûr. Mais encore une fois, ça sert à rien de dire que c'est de la merde alors que c'est juste votre avis. Bref, arrive le combat final et franchement, c'est trop bien. C'est spectaculaire, certaines attaques du héros sont bien cherchées et bien mises en scène. Par la suite, Peter n'a alors plus de gadgets pour se battre et se sert de son intelligence pour fabriquer une bombe et exploiter les armes de Beck en sa faveur. Il se sert de son Spider-Sense pour localiser les drones ennemis et le détail qui change aussi notre perception de cette scène, c'est le fait que Spidey ferme les yeux pour mieux se concentrer. C'est tout con, mais c'est incroyable. Ensuite vient ce plan séquence de Spidey qui explose les derniers drones en Beast Mode, et c'est jouissif bordel, c'est encore une fois l'une de mes scènes préférées de la saga, parce qu'on sent réellement la puissance du personnage et sa vitesse, au point qu'on est perdu dans la chorégraphie et qu'on ne sait même plus où est le sol et le plafond. Tout ça se termine sur Peter qui chope Beck, d'une manière très impressionnante car même dans le mal, il essaye toujours de manipuler Peter, mais comme maintenant son Spider-Sense l'avertit, il le sait. Il pécho ensuite MJ, retrouve Tante May, et le film se finit sur Peter qui voltige dans New York dans une scène incroyablement sous-cotée, parce qu'elle est certes moins bien que les anciennes scènes, mais elle est loin d'être mauvaise. Cette séquence déborde de créativité et de trucs cool, que ça soit dans les jeux de reflets avec les gratte-ciel de New York, les combinaisons de gadgets qu'il exploite, la musique incroyable, les choix de mise en scène aussi, parce que c'est bien beau de gueuler comme quoi c'est pas comme Raimi ou Webb, mais faut savoir qu'une mise en scène c'est pas fait pour que vous vous branliez dessus, mais pour vous raconter quelque chose. Et là, le fait d'avoir des plans moins en mouvement, voire à certains moments fixes et focalisés sur le personnage, c'est pour rendre ça plus personnel, car le héros est encore à un stade où il doit évoluer, faire gaffe à ne pas faire de conneries. Dans le film précédent, il avait encore le vertige quand il était en haut du Washington Monument. Et moi je trouve ça malin parce que si par exemple toi derrière ton écran je te donne le pouvoir de l'immortalité et que je te donne l'obligation de sauter d'un immeuble de 400 mètres et que tu sais que t'auras aucun risque, et bah quand même tu vas y réfléchir avant 2 fois avant de sauter parce que avant tout tu es un humain. T'as des pouvoirs de fou, ça y a pas de souci, mais tu penses et réagis comme un être humain. Là où dans ses versions précédentes, le héros pouvait se balancer d'un bâtiment à l'autre sans problème en l'espace de 5 minutes. Toute cette séquence de voltige n'en reste pas moins impressionnante. À certains moments, des plans en contre-plongée sont faits pour donner un sentiment de grandeur au personnage et au décor qui l'entoure. Des plans de caméra qui passent de plans larges sur Spider-Man à rapprocher quand il ralentit pour rendre l'action plus vivante, comme si nous-mêmes voltigions avec lui. C'est pas du chef-d'œuvre de mise en scène, mais ça fait largement le taf, et dire qu'il n'y en a pas, c'est ne pas savoir ce que c'est de la mise en scène. Ce passage, c'est avant tout un moyen de montrer que Peter assume pleinement ses responsabilités. Le fait d'être Spider-Man et d'être de retour à New York, dans un environnement qu'il connaît et peut de nouveau exercer ses pouvoirs en toute confiance. C'est une manière de montrer qu'il a repris le contrôle après les manipulations de Mysterio, car les attaques en dehors de New York étaient une manière pour Beck d'exploiter la vulnérabilité de Peter lorsqu'il essaye de se distancer de son rôle de héros, tout en rendant symboliquement plus difficile pour lui de fuir son destin. Alors, ce film a selon moi plus de qualité, mais aussi plus de défauts que le premier. Déjà, il y a le fait qu'on n'arrive pas à être impliqué dans ce qu'il se passe puisque tout est rigolo, et que c'est une sorte d'épilogue à la saga de l'infini du MCU, où donc tout doit forcément bien se finir. Tout ce qui se passe à la fin du film, on sait qu'aucun personnage ne va mourir ou est réellement en danger. Tout ça à cause de la tonalité du récit. Les enjeux sont donc faussement importants et donnent un film qui est avant tout là pour faire évoluer le personnage ou les statuts de Peter sans réellement impacter le MCU. Enfin, et on l'a déjà évoqué plus tôt, mais la relation Tante May Peter Parker est absente de ce film. Celle-ci sait qu'il est Spider-Man, mais ne montre à aucun moment l'impact que cette info a sur elle. Après, on voit quand même que la pilule a dû bien passer puisque celle-ci encourage toujours Peter à être meilleur et à jouer les héros, ainsi qu'à participer à des événements caritatifs car comme dans les comics, Tante May travaille au Fist car elle veut aider les plus démunis tout comme Peter. Donc même si cette séquence développe légèrement les motivations des personnages et c'est cool, pour ce qui est de leur relation, c'est pas très clair et c'est pas seulement dommage, mais c'est pour moi un énorme défaut. Parce que Tante May qui découvre qui est Spider-Man, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu au cinéma et qui selon moi aurait dû donner une scène aussi iconique que celle du jeu vidéo. Bon, j'aime pas No Way Home. Non, alors c'est pas vraiment que je l'aime pas, c'est plutôt un des films Spider-Man que j'aime le moins bien. Mais comme je l'ai dit, on va toujours aller dans le sens inverse de l'avis des gens. Donc si beaucoup pensent que c'est de la merde, moi, je vais devoir vous prouver le contraire. Le film s'ouvre sur là où on nous a laissé dans Far From Home. La véritable identité de Peter Parker a été dévoilée au monde. Et c'est déjà cool de pas avoir fait la même connerie que le précédent volet et de sauter cette révélation. Là, on montre clairement les conséquences que ça a eu sur Peter et ses proches. Et le moment de mise en scène qui met bien en avant ça, c'est ce plan séquence d'1 minute 35 où la caméra suit Happy, puis Peter,
puis MJ, puis May, et ainsi de suite de manière fluide et chaotique. Et cette continuité sans coupure reflète justement l'état de chaos soudain dans lequel Peter est plongé. Il n'y a plus aucun moment de répit pour le spectateur comme pour Peter. On est constamment pris au piège dans cette nouvelle réalité. Le plan séquence accentue donc le sentiment d'urgence et de désorientation que le perso ressent alors que sa vie privée et sa vie publique sont désormais impossibles à séparer. Les journalistes, les voisins, les hélicoptères et la pression médiatique envahissent immédiatement son intimité, ce qui reflète à la fois sa perte de contrôle et l'impact énorme que cette révélation a sur sa vie quotidienne. Et en étant filmé sans coupure, on voit que Peter est dans un état de vulnérabilité constante. Ensuite, on a toute cette séquence qui va venir compléter ses idées où le monde entier se met à s'attaquer à la vie privée de Peter, parce que beaucoup pensent qu'il est un meurtrier car, je le rappelle, les New-Yorkais ne sont pas toujours d'accord avec les actions du héros. Oui bonjour, ici Enzo du montage. Je voulais juste vous parler d'un point que j'ai oublié d'évoquer, mais je trouve ça quand même très marrant que le film se foute ouvertement de la gueule des personnes qui considèrent le Spider-Man du MCU comme Iron Man Jr. Parce qu'ils se servent du Daily Bugle pour partager cette information, Daily Bugle qui, je le rappelle, est synonyme justement de désinformation. Autrement dit, ceux qui pensent ça disent de la merde. Ensuite, on a Damage Control qui, je le rappelle, est une société qui appartient à Stark, qui se met à interroger et à reprendre les objets qui ont été donnés à Peter. Les membres de Damage Control cherchent toutes les infos pour mettre Peter en état d'arrestation, voire même MJ, Ned et May, pour avoir collaboré avec lui. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que le film allait réparer la connerie du précédent, parce que Damage Control fait comprendre à May qu'elle a soutenu Peter à jouer les héros, ce qui est donc illégal, et est passible de lui faire perdre la garde de son neveu. Sauf qu'au final, on retraite plus jamais de ça dans le film, ils l'ont juste installé pour mettre en avant le fait que les actions de Peter en tant que Spider-Man ont des répercussions bien au-delà de lui-même. Donc d'un côté c'est cool parce que ça justifiera les actions de Peter par la suite, mais de l'autre, c'est dommage parce qu'on aurait pu réparer les pots cassés. Bref, heureusement Matt Murdock aka Daredevil vient en aide aux héros pour faire face à la justice, et bordel, cette entrée de mise en scène est classe. Et enfin, on a le droit d'avoir le duo Daredevil-Spider-Man sur grand écran, même si c'est pas sous forme de super-héros et que ça dure 30 secondes. Mais bon, heureusement que pour Spider-Man 4, ils ont Je m'en remettrai jamais de cette décision de merde. Sony allait vraiment vous faire enculer. Les Parker emménagent chez Happy pour éviter de se faire harceler au quotidien chez eux. Peter, MJ et Ned retournent en cours et doivent subir le regard des autres, ce qui montre que la révélation de l'identité de Spider-Man gâche la possibilité pour Peter d'avoir la vie normale qu'il rêvait, et qu'il ne peut plus jongler entre ces deux identités. S'ensuit des séquences de tentatives d'être recruté quelque part, mais surtout au MIT. Sauf qu'à cause de la figure controversée qui est devenue Spider-Man, aucun d'entre eux ne peuvent avoir la vie qu'ils souhaitent et méritent. Et ça, c'est la goutte de trop pour Peter, et va donc demander à Doctor Strange de faire un sort pour changer tout ça. Et pour beaucoup de personnes, c'est incohérent. Genre, le gars, on lui a gâché sa vie et celle que ses amis voulaient et méritaient, et vous trouvez ça incohérent que lui souhaite inverser la tendance ? Alors vous allez me dire oui, mais c'est aussi incohérent que Strange vienne en aide à Peter, et d'un côté oui et d'un côté non. Les mecs sont amis, ils ne veulent que du bien l'un pour l'autre, ce qui est montré à la fin du film quand Strange dit ouvertement qu'il apprécie la personne qu'est Peter, et que ça lui fait mal de gâcher sa vie. Mais je vais pas faire le relou, c'est vrai qu'ils auraient dû trouver une meilleure justification. Un truc en plus qui pousserait Strange à faire le sort. Du genre un sort qui ferait oublier à tout le monde que Wong est le sorcier suprême, et que ça a toujours été lui, et donc il ferait d'une pierre deux coups, et permettrait par la suite de faire une nouvelle sous-intrigue où Strange doit réparer sa connerie auprès de Wong et accepter qu'il n'est plus le sorcier suprême. Tout comme Peter devra accepter que pour le bien de ses amis, son identité doit disparaître. Putain, mais engagez-moi en tant que scénariste, bordel! S'ensuit le passage où Strange commence le sortilège et que Peter le dérègle, ce qui ouvre des brèches à travers le multivers, et ça n'a aucun sens. Ils auraient dû expliquer en quoi un sort d'oubli peut impacter le multivers. Du genre une justification qui dit que le sort puise dans une autre réalité pour en créer une nouvelle où tout le monde a oublié qui est Spider-Man. Marvel, engagez-moi en tant que scénariste! Et le pire, c'est que Kevin Feige lui-même justifiera que si le multivers a été impacté dans No Way Home, c'est à cause des événements de Loki saison 1, et bordel, oui, ça serait un petit peu plus logique. Mais dans ce cas-là, faut le dire dans le film. Du genre, se faire poser la question à Strange sur pourquoi le sort a capoté à ce point-là. Ce qui aurait pu être abordé pour Multiverse of Madness. Et là je m'éloigne un peu plus de Spidey pour parler du MCU, mais bordel, vous avez fait 3 projets sur le multivers, et à aucun moment ces projets ne sont liés, même pas un petit fil rouge. Bref, le sort capote, Strange le stoppe, mais au final on se rendra compte que certains univers ont eu le temps d'entrer en collision avec l'univers de Tom Holland. Et on parle bien évidemment de l'univers d'Andrew Garfield, de Tobey Maguire et de Venom la merde. Et à partir de là, le film part un peu en cacahuète. On a des séquences d'action plutôt moyennes avec Octopus, le bouffon vert, l'homme sable,
l'homme-sable et Electro parce que Peter doit les récupérer pour que Strange mette en forme un sortilège pour les renvoyer chez eux. Il y a aussi le lézard que Strange a récupéré. Et la justification de leur venue dans ce monde, c'est qu'ils connaissent tous l'identité de Spider-Man. Et vous allez me dire, mais Electro il connaît pas l'identité de Spider-Man? Oui. Alors à la base, je voulais faire une justification en mode dans The Amazing Spider-Man 2, après être mort, la conscience d'Electro est restée sur les lieux et a entendu le nom de Peter. Ce qui explique pourquoi quand il réapparaît dans le monde du MCU, il n'a plus de forme physique et doit se ressourcer pour en trouver une nouvelle. Ce qui peut être une explication logique, mais comme j'ai été trop gentil avec les films de Tom Holland et que vous allez me le reprocher, cette incohérence, je vous la laisse. On a également un combat très cool contre Strange, car ils ne sont pas d'accord sur le destin des vilains. Petite mention pour saluer que c'est génial d'avoir trouvé un moyen de mettre l'effet du Spider-Sense possible visuellement sans que ça paraisse bizarre. Spider-Man bat Doctor Strange grâce au mat, et honnêtement, moi ça me dérange pas plus que ça, puisque dans tous les cas Strange n'est plus le sorcier suprême et ne fait que sous-estimer Spidey tout le long de leur combat. Mais cette incohérence là aussi, je vous la laisse. Il y a aussi la question de temporalité. Certains sont revenus avant leur mort, d'autres au moment de leur mort et d'autres après les événements de leur film. Et moi je trouve ça pas con. Ça permet d'installer un doute pour l'homme-sable et le lézard qui ne savent pas s'ils se sont fait tuer par Spider-Man à un moment donné. Et donc met en place des trucs qui vont venir justifier leur comportement par la suite. Bref, tout le film devient donc Spider-Man qui doit ramener les méchants dans leur univers en les guérissant. Et ça aussi je trouve ça pas con parce que s'il guérit Electro, celui-ci ne pourra pas s'auto-tuer avec l'électricité qu'il renvoie sur Andrew. Pour le bouffon vert de ne jamais se transpercer le corps. Pour l'homme-sable, ça change rien du tout. Pareil pour le lézard et pour Dr Octopus. Bah, il meurt quand même. Parce que le film dit qu'il a été changé d'univers au moment du combat final de Spider-Man 2, et où donc le soleil va détruire New York. Donc quand il reviendra dans son univers, il devra quand même se sacrifier. Mais du coup, cette idée de sauver les méchants, c'est du Spider-Man. Ça fait partie même de l'essence de ce Peter, puisque dans Homecoming, il a sauvé le vautour de la mort, donc ça sort pas du tout de nulle part. Plus tard, on a la séquence dans la part de Happy où tout va partir en couille à cause du bouffon vert, et c'est pour moi la meilleure scène du film. La caméra se fixe sur Peter, tandis que l'environnement autour de lui semble se rétracter et s'éloigner, créant une sensation d'isolement et de confusion car un danger est proche. Le son ambiant est progressivement atténué, ajoutant une tension et accentuant l'idée que Peter est en train de se concentrer profondément sur ses sensations internes. La séquence marche d'autant plus par rapport à ce qui a été installé avant. Le fait que Jameson va foutre la merde, que le lézard pourrait aussi foutre la merde, que Electro et l'homme-sable commencent à douter de Peter et pourraient foutre la merde, et enfin Norman Osborn qui rebascule en bouffon vert, ce qui pourrait foutre la merde. Le plan qui était alors focalisé sur Peter s'éloigne pour un plan d'ensemble de la pièce avec tous les personnages afin de donner ce sentiment que la menace peut venir de n'importe où. Ensuite, Peter découvre que le bouffon vert va tout niquer avec l'utilisation du Spider-Sense, ce qui est directement lié à l'arc émotionnel de Peter. Il découvre trop tard que son espoir de rédemption pour les méchants, en particulier pour Norman Osborn, est une illusion. Ce moment marque le début d'une descente tragique pour Peter, qui culminera avec la mort de sa tante May et le sentiment de culpabilité qui en découle. Dernier détail important à ce moment-là du film, c'est que les dernières paroles de May sont: un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Beaucoup ont trouvé ça forcé, et moi pas du tout, parce que je trouve ça justifié par rapport à ce qui se passe et aux conséquences que ça va engendrer par la suite. May veut faire assumer à Peter pleinement les responsabilités qui viennent avec ses pouvoirs, même si cela implique des sacrifices. La mort de sa tante devient pour Peter un tournant émotionnel, où il réalise que les choix qu'il fait peuvent avoir des conséquences plus tragiques, mais qu'il doit néanmoins continuer à agir pour le bien. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est censé le savoir, et du coup c'est pour ça qu'il répond à May: je sais. Ce Peter a toujours su qu'un grand pouvoir impliquait de grandes responsabilités, sauf que cette fois ça sera la responsabilité la plus dure à porter, la mort du dernier membre de sa famille. Maintenant on est arrivé au moment full fanservice, l'arrivée d'Andrew et Toby. Beaucoup sont déçus de l'entrée qu'ils font, dont moi. On aurait tous préféré une scène à la Endgame où les persos débarquent au moment où les héros en ont le plus besoin, sauf qu'en fait, bah c'est le cas. Alors je sais qu'on s'attendait à quelque chose d'un peu plus épique, mais le fait de déjouer les attentes permet de faire quelque chose de plus original et drôle afin de respecter l'esprit de Spider-Man, parce que s'il y a bien un héros qui peut être de retour après des années d'absence et faire une entrée sur le ton de la rigolade, c'est bien lui, et peut-être Deadpool aussi. Donc non, perso les faire venir dans une cuisine ne me dérange pas plus que ça. Le fait que ça soit Ned qui les fasse venir non plus. Dans Doctor Strange, on montre justement que pour faire fonctionner les anneaux magiques, il faut avant tout croire à ce que l'on veut faire apparaître. C'est pour ça qu'ils l'ont téléporté dans une situation mortelle dans son film, parce qu'il sera obligé de croire à 100% pour sa survie.
Et donc Ned à ce moment-là a besoin de voir Peter Parker et donc des portails s'ouvrent, mais comme il maîtrise mal la magie, il ouvre des portails au mauvais Peter, pas aux endroits qu'il veut et n'arrive plus à les refermer. S'ensuit la scène avec la réunion des 3 Spider-Man et je trouve ce moment extrêmement moche. Mais certaines idées de mise en scène et de narration sont au moins là. Tom, qui est dévasté et prêt à tuer tous les vilains, a en face de lui 2 versions de lui-même. Celle de Tobey Maguire qui incarne un Peter plus âgé et plus sage, ayant surmonté ses chagrins pour devenir plus mature et plus en paix avec lui-même. Il représente l'acceptation et la rédemption après la douleur. Et enfin Andrew Garfield qui lui est encore marqué par la perte de Gwen et représente un Spider-Man qui n'a pas complètement guéri. Portant un certain regret, il symbolise la colère et la culpabilité que Peter pourrait ressentir. Et il le met en garde contre les dangers de s'y perdre. Donc les 2 Spider-Man incarnés par Tobey et Andrew symbolisent à la fois le passé de Peter, mais son avenir potentiel. Ils sont les reflets des différentes étapes de la douleur, du deuil et des choix à faire pour éviter le pire. Par la suite, les 3 Peter se mettent à collaborer pour soigner les vilains, avec un enchaînement de discussions drôles et rempli de fanservice. Et au-delà de faire kiffer les fans, je trouve que le fanservice du film est utile pour la narration. Ça permet aux personnages de se créer une alchimie tout en faisant plaisir aux spectateurs. D'une manière générale, le fanservice dans ce film est plutôt bien. Mais je trouve ça quand même stupide de la part des gens de dire « Ouais, mais si tu retires le fanservice du film, ça devient de la merde. » Bah, pourquoi le retirer? C'est comme si je disais, si on retire tout ce qu'il y a de bon dans un film, ça devient un mauvais film. Sans déconner. Donc oui, le fanservice dans No Way Home est plutôt bien géré et je vais pas faire l'aveugle là-dessus. Vient alors le combat final et c'est moche, mal filmé, l'action est pas folle, mais le combat contre le bouffon vert, eh bien, d'ailleurs ça fait plaisir de voir un Peter Parker sombrer et ne plus vraiment retenir ses coups pour la première fois au cinéma. Et l'intervention de Tobey qui empêche le bouffon de se faire planter par son propre planeur, c'est une idée géniale qui fait à la fois écho à l'évolution de Tom et au premier film de la saga de Tobey. Tom sauve le bouffon, va voir Strange et lui demande de faire oublier à tout le monde qui est Peter Parker pour empêcher le sort de se propager car le bouffon avait détruit le cube qui le contenait juste avant. Et c'est logique, beaucoup n'ont pas compris et je vais vous expliquer, le sort qui a fait venir plusieurs univers est un sort qui est de faire oublier que Spider-Man est Peter Parker. Donc s'il jette un autre sort qui fait oublier qui est Peter Parker, le sort d'avant s'annule et donc tout le monde peut rentrer chez soi en vie. Sauf Dr Octopus. Voilà, j'ai expliqué parce que j'ai aussi vu plein de conneries dire « Ouais mais Tobey et Andrew, eux aussi dans leur univers on va les oublier ». Non, c'est juste l'univers de Tom Holland. À la base les 2 sorts ont été faits pour l'univers de Tom Holland, donc ça a aucun sens que ça impacte les 2 autres. Et donc il est important de montrer à quel point ce Peter Parker a gagné en maturité et a évolué au cours de ses films. Certes, il a fait des bourdes, mais finit toujours par les réparer en assumant pleinement ses responsabilités. Parce que c'est Spider-Man. La scène avec Happy devant la tombe de Tante May est touchante, mais bordel, pourquoi ne pas avoir mis la tombe d'Oncle Ben? Je sais que cette trilogie n'a pas besoin qu'on monte d'origin story et qu'on nous montre des flashbacks de Ben, mais au moins le mentionner ou montrer son blast quelque part. La scène de fin avec MJ est géniale et franchement c'est ce genre de scène émotionnelle que je veux plus souvent voir avec ce Spidey. La scène de voltige de fin est pas terrible, mais le nouveau costume est magnifique et est certainement le meilleur qu'on ait vu en live action. Et tout ça annonce que du bon pour la suite. Selon moi, cette saga avait très bien commencé. C'était pas parfait, mais on avait de bonnes bases. Homecoming possédait une histoire bien foutue avec un récit initiatique plaisant à suivre, des personnages, des visuels très cool avec une colorimétrie bien travaillée, des musiques et une gestion de bruitage lors de certains moments de tension excellente, des références au genre du teen movie bien utilisé et bien mis en adéquation avec la sauce Marvel qui donne un film qui dégage une vraie ambiance feel good movie d'été, qui personnellement, même si je n'avais pas aimé le film la première fois, m'a quand même marqué. Ensuite on a eu Far From Home qui reste dans le même style avec des défauts assez important mais avec des qualités indéniables pour ce qui est de la mise en scène, des visuels, des musiques et des personnages. Puis on a eu No Way Home qui fait à la fois avancer et retourner en arrière l'évolution de Peter pour satisfaire les fans hardcore qui n'aimaient pas cette version du personnage et je trouve ça dommage. Le film est plein d'incohérences mais certaines peuvent être justifiées. Le scénario est mal écrit, les visuels et mise en scène très médiocres, mais pour ce qui est des musiques et du respect du personnage de Spider-Man, c'est toujours aussi cool. Cette saga avait des ambitions beaucoup moins grandes que les précédentes et c'est ce qui lui a sûrement porté préjudice, puisque les fans étant des fans vont faire des comparaisons débiles et parfois insensées pour abaisser ces films Spider-Man qui sont honnêtement sympas sans plus. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se mettre à critiquer que ce que ces films auraient dû faire et plus s'attarder sur ce qu'ils sont. Et ils sont ok. Juste ok. Maintenant, parlons mal de la saga de Sam Raimi. Ce film est parfait.
Voilà, c'est mon film préféré, tout univers confondu. Donc oui, Spider-Man 1 est excellent, mais comme je vais pas non plus rien dire, je vais essayer de chipoter un petit peu. Déjà, parlons des effets spéciaux. C'est souvent moche, ça a mal vieilli et c'est pas seulement parce que le film date de 2002, parce qu'en fait, même à l'époque, beaucoup trouvaient ça déjà moche. Que ça soit les personnages en CGI ou les combats qui font très kitsch. Mais faut l'avouer, ça a malgré tout son petit charme. Ensuite, pour ce qui est du casting, il est très bon, mais... voilà, je trouve que celui qui s'en sort le moins bien, c'est justement Tobey Maguire. Alors j'aime bien Tobey, c'est pas un mauvais acteur, loin de là d'ailleurs, aucun des acteurs dans tous les films Spider-Man est mauvais. Mais c'est pour moi le moins bon. Et pourtant j'ai grandi avec cette trilogie, c'est sûrement les premiers films que j'ai vus de ma vie étant enfant. Mais désolé, si on enlève toute forme de nostalgie, Tobey est le moins bon acteur ayant incarné Spider-Man. Après, si on s'intéresse un peu plus au personnage, je trouve que Peter Parker est très bien écrit, mais c'est vrai qu'il subit trop ce qui se passe dans l'histoire. À aucun moment, il fait avancer le scénario, mais le subit. Je vais pas trop m'avancer sur ça pour le moment, parce que en vérité, pour ce premier opus, ça m'a pas tant dérangé que ça. Parce qu'en fait, c'est ses débuts en tant que super-héros, donc c'est normal qu'il fasse ce genre d'erreur. Par contre, quand ça arrivera dans les suites, là, vous inquiétez pas, je vais bien en parler. Après, il y a le fait que l'étoile sorte directement des poignets de Peter, et dans un sens, ça me pose pas de problème, parce que c'est une adaptation, ça raconte quelque chose, et ça rend ses pouvoirs plus impressionnants et marquants, y a pas de souci. Mais c'est dommage parce que l'un des aspects de ce Peter Parker que j'aime le moins, c'est le fait qu'on le voit jamais agir très intelligemment et scientifiquement. Genre, dans les 5 premières minutes, on nous dit littéralement que Peter est fort en sciences, mais à part pour impressionner Norman Osborn, ça n'apporte rien au perso et à son histoire. Donc lui faire construire ses lance-toiles, ça aurait permis de montrer que ce Peter Parker sait se démerder malgré ses problèmes financiers. Mais après, encore une fois, je chipote et ce n'est que mon avis. Mais c'est juste que j'aurais voulu qu'on développe un peu ça parce que c'est quelque chose d'important pour la caractérisation du personnage de Peter Parker. Quelque chose qu'on verra plus trop par la suite, à part dans Spider-Man No Way Home. Et enfin, ça manque d'humour. En fait, toutes les séquences drôles du film, c'est des comiques de situation et c'est dommage car moi, j'aime bien voir Spider-Man vanner ses adversaires. Parce que, encore une fois, ça fait partie de son caractère et ça le démarque de son identité de héros et son identité de civil où là, il doit plus se laisser faire et assumer son côté nerd. Voilà, c'est tous les défauts que je pouvais dire sur ce film, et pour le reste, ce qui représente 99% du film, c'est excellent. Excellent, contrairement à sa suite. Bon, on va pas y aller par 4 chemins, Mary Jane est le pire love interest, toute saga Spider-Man confondue. Et accessoirement, le pire personnage de la trilogie. Elle ne sert à rien, à part casser les couilles à Peter en jouant avec ses sentiments et lui imposer des dilemmes moraux. Et surtout, ce qui m'emmerde personnellement, c'est que Peter l'aime toujours, même si elle se comporte comme la pire des garces. Et il agit toujours en fonction d'MJ, et ça se connecte justement avec un des points que j'ai évoqué précédemment. Peter Parker subit le scénario. Il n'agit jamais de lui-même, sauf si ça impacte sa vie personnelle. Par exemple, on apprend que celui-ci adore Otto Octavius, ils sont même quasiment devenus des vrais amis, mais quand il apprend que Octavius a perdu sa femme et qu'il est devenu un psychopathe avec des tentacules capables de tout détruire, il ne fait rien. Quand ils se combattent pour la première fois dans le film, c'est dans la séquence de la banque dans laquelle ils se retrouvent comme par hasard. Et on pourrait se dire qu'après Peter va se mettre à essayer de l'arrêter parce que bon, il sait que de base c'est un gars bien, que maintenant il cambriole des banques et fait du mal aux gens et surtout fait du mal à sa propre tante. Mais non, il cherche même pas à savoir, il s'en bat les couilles le fils de pute. Et venez pas me dire oui mais tu comprends, il finit par perdre ses pouvoirs donc il peut plus rien faire, c'est faux. S'il était vraiment un bon Spider-Man, il ferait tout pour essayer de soigner Otto ou alors d'empêcher qu'il fasse du mal aux gens, même si c'est pas forcément à lui de régler la situation. Mais comme il a des pouvoirs en lui et qu'il le sait, il a d'abord la responsabilité d'arrêter le méchant et ferait tout pour récupérer ses pouvoirs, même si ça l'emmerde et qu'il aimerait bien vivre une vie normale. D'ailleurs, pourquoi il perd ses pouvoirs déjà ? D'une manière générale, c'est parce que le perso fait une sorte de dépression du fait qu'il doute de son statut de héros, et qu'il galère à gérer sa vie privée à cause de ça. Mais le film montre indirectement que ça vient d'MJ, parce que c'est elle qui symbolise l'idée qu'il ne peut pas gérer sa vie de héros et sa vie personnelle. Du coup, elle sort avec un autre gars, ça lui brise le cœur et le moral, et bim, panne. Et je trouve ça hallucinant qu'il ne fasse rien pour essayer de changer le cours de l'intrigue. Il attend que les choses viennent à lui pour commencer à agir. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a justement la scène de l'incendie qui est là pour nous montrer que Peter Parker sait agir, sans même être forcément Spider-Man, et qu'il ressent le besoin malgré tout de sauver des gens. Mais pourtant, ça sera la seule et unique fois qu'on le verra faire ça, et de toute façon, ça n'aura servi à rien, puisqu'il ne récupère même pas ses pouvoirs à ce moment-là, mais quand MJ lui annonce qu'elle l'aime. D'ailleurs, encore une fois, ce n'est que mon point de vue, hein,
Mais dans cette scène, c'est moi ou MJ sous-entend clairement qu'elle aime Peter Parker parce qu'elle a l'impression qu'il est Spider-Man. Même si elle dit à plusieurs moments de la saga aimer Peter pour ce qu'il est, je trouve quand même que toute leur relation se base sur le fait que MJ est tombée amoureuse de Spider-Man et que comme Peter Parker lui fait penser à Spider-Man, c'est Peter qu'elle aime. Ce qui fait que moi, j'adhère pas au traitement de cette relation. Pour le coup, je peux comprendre que certains ne pensent pas ça, parce qu'il y a aussi l'idée qu'elle quitte le fils de J. Jonah Jameson pour Peter, alors que c'est quand même un putain de beau gosse astronaute assez aisé financièrement. Bref, tout l'inverse de Peter finalement, mais voilà, il y a plein de moments où tu sens que la meuf est plus là pour ce qu'il fait, que ça soit pour elle ou pour les autres, plutôt que pour ce qu'il est. Mais ce n'est que mon avis, tout comme le reste des avis de merde qui se trouvent sur cette chaîne. Cependant, alors que Peter ne branlait rien du film, n'a même pas essayé de se confronter au FDP qui a failli buter sa tante, Peter se bouge enfin le cul pour arrêter Octopus. Et ça seulement quand MJ se fait kidnapper par celui-ci. Et moi ça me fait vraiment chier parce que comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, un des trucs qui me fait kiffer chez Spider-Man, c'est son côté je suis un super-héros, j'agis, je me renseigne et enquête quand il le faut car c'est mon devoir, c'est ma responsabilité. Et sur les 3 adaptations de Spider-Man qu'on a eu au cinéma, Tobey Maguire est le seul qui n'agit pas comme ça. Andrew dans The Amazing Spider-Man 1, il va à la recherche du lézard. Tom, dans Homecoming, il enquête sur les activités du vautour. Dans la trilogie de Raimi, il fait rien tant que tu touches pas à son oncle, sa tante ou à sa copine. Et encore que sa tante, c'est à vérifier. Sinon, si on peut en revenir sur la perte des pouvoirs de Peter Parker, personnellement, je trouve ça pas très bien expliqué, voire limite inutile. Cette perte semble trop vague et inexpliquée sur le plan physique ou scientifique. Le lien entre l'état mental de Peter et ses capacités super-héroïques est intéressant symboliquement, mais l'aspect psychosomatique peut paraître un peu trop abstrait dans le contexte d'un film de super-héros. Surtout que ses pouvoirs sont d'origine biologique. Cette faiblesse peut être perçue comme incohérente car bien qu'on comprenne que Peter soit sous pression, l'idée qu'il perde ses pouvoirs simplement à cause de son stress ou de ses doutes semble un peu déconnectée de l'idée qu'il a été génétiquement modifié par la morsure de l'araignée. J'aurais donc préféré une explication un peu plus solide, quelque chose lié à l'aspect scientifique de ses pouvoirs, ou alors tout simplement ne pas lui enlever ses pouvoirs. Moi qui aurais aussi préféré un Spider-Man avec des lance-toiles technologiques plutôt qu'organiques, ça aurait été plus cool de juste directement montrer Peter Parker abandonner le fait d'être Spider-Man. Parce que même si dans le film je trouve ça bizarrement amené parce que le gars n'a pas réellement perdu ses pouvoirs pour toujours et surtout il y a un monstre à 8 pattes qui se balade dans New York pour crier un soleil donc qu'est-ce que t'attends pour agir, si on oublie le contexte, ça aurait été selon moi plus intelligent et plus fort de montrer un Peter Parker abandonnant son statut de héros, qu'il garde ses pouvoirs pour lui et plus pour les autres, se comportant donc de manière irresponsable avec des conséquences derrière, causant le kidnapping de MJ. Parce que le fait de lui faire perdre temporairement ses pouvoirs à cause de son conflit émotionnel et mental, on a juste l'impression que c'est une excuse du film pour pas nous montrer que Peter est un connard. Surtout qu'on nous montre qu'il est quand même un peu égoïste. Mais ça aurait été tellement puissant de voir un personnage auquel on s'est attaché faire l'inverse de ce qu'on attend de lui. Surtout que ça aurait été compréhensible vu le taux de merde qu'on lui balance à la gueule durant tout le début du film. Donc je dis pas que le film aurait dû ressembler à autre chose, il est très bien dans ce qu'il veut raconter. Mais je dis juste que selon moi, c'est loin d'être parfait. Et que toutes les idées et thématiques abordées dans ce film auraient pu être mieux traitées si on avait modifié des petits détails dans leur forme. On va finir sur Spider-Man 2 en parlant de 2 dernières choses. Tout d'abord les effets spéciaux, globalement ils sont assez réussis, mais il y a des moments qui pêchent, du genre la scène où Spider-Man se balance de toile en toile et commence par perdre ses pouvoirs. Je trouve ça pas terrible du tout, surtout au niveau de l'animation des mouvements qui font vraiment pas naturel. Mais je suis d'accord, là c'est quand même un peu du chipotage. Et enfin, je trouve ça dommage que Otto Octavius soit encore un méchant bipolaire avec un côté gentil, mais devient méchant à cause d'une expérience qui a mal tourné, mais redevient gentil avant de mourir. En fait, c'est quasiment le même schéma narratif pour tous les méchants de cette saga. Surtout que en soi, c'est un bon méchant, et il respecte plutôt bien les comics, puisqu'à la base, Doc Ock c'est un gars qui a vécu une expérience qui a mal tourné, puis il est devenu méchant, il souhaite prouver sa supériorité scientifique et physique sur tout le monde et donc met à bien des plans machiavéliques qui va foutre la merde, mais dans le film c'est montré d'une manière un peu plus naïve, puisque dans les comics il a toujours été un peu un connard arrogant et une fois devenu Octopus, ça le pousse à foutre la merde. Mais Spider-Man est là pour l'en empêcher, ce qui fait que pour lui c'est un adversaire à abattre pour prouver sa grandeur. Là où dans le film c'est un gars bien qui est devenu un immense taré et qui veut mettre à bien ses projets et voit Spider-Man comme une simple barrière et pas comme un réel ennemi. Puis une fois qu'il rebascule du côté des gentils, il veut arrêter tout ce qu'il a entrepris. Donc oui, c'est cool d'adapter différemment Doc Ock dans sa forme, tout en gardant le fond.
Mais c'est dommage, puisque ça arrive dans une saga qui de toute façon traite la plupart de ses méchants à chaque fois de la même manière. Bon, là c'est un peu plus compliqué parce que les avis divergent sur la qualité de cet opus. Donc pour cette fois, j'ai pas abordé que les défauts mais aussi un petit peu les qualités. Déjà, c'est mon préféré de la saga sur le plan visuel. Il est tout simplement magnifique et le nombre de plans iconiques que possède ce film est juste phénoménal. Niveau mise en scène, c'est toujours aussi excellent, les scènes d'action sont cool, les moments épiques sont épiques et donnent des frissons, les musiques c'est pareil, je pense personnellement que la BO de ce film est la meilleure de la trilogie. Les effets spéciaux pour le coup, il y a quasiment plus rien à dire tellement c'est beau, même si en effet certains combats paraissent un peu brouillons à certains moments. Et pour terminer, c'est aussi selon moi le plus drôle des trois car J. Jonah Jameson est toujours le meilleur personnage de cette trilogie. Et maintenant niveau scénario, c'est moins ouf. Il y a un personnage dont on n'a même pas évoqué le nom, c'est Harry Osborn, qui je le rappelle, est censé être le meilleur ami de Peter Parker. Maintenant, est-ce que vous vous rappelez le nombre de choses positives que Harry a fait envers son meilleur ami Peter et le nombre de choses positives que Peter a fait pour son meilleur ami Harry, en comptabilisant évidemment les 3 films? Vous avez 4 heures. C'est simple, je pense que c'est l'une des pires amitiés qu'on ait eues au cinéma. Les deux se font H24 des coups de pute, on a l'impression en fait que ce trio Harry, Peter, MJ est constitué essentiellement d'égoïstes qui ne pensent qu'à leur gueule en se servant des autres pour arriver à leur fin. Et je trouve ça vraiment nul parce qu'à part à la fin de cette saga, on n'a jamais l'impression que ces personnages s'aiment réellement. Parce que du coup dans ce Spider-Man 3, Harry prend une plus grosse place. Il devient à la fois un allié et un antagoniste de Spider-Man. Sauf que comme Spider-Man 3 doit présenter plus de personnages, on va devoir rusher l'histoire et empêcher tout frein à la narration. Et comme Harry Osborn est un frein à la narration... Oh zut, il a perdu la mémoire. Et bordel, les seuls moments de cette saga où Harry devient un minimum gentil, c'est quand le scénario décide qu'il doit le devenir en puant la merde. Et je vous parle pas de la suite, puisque grâce à la magie du scénario, Harry retrouve sa mémoire et redevient un connard, et que tout le monde sait que c'est d'une débilité sans nom que le majordome attende plusieurs années et attende que Harry finisse par se faire exploser la gueule pour enfin lui annoncer que son père est pas mort de la main de Spider-Man, mais par son propre planeur, marquant un tournant dans l'évolution du personnage d'Harry Osborn, faisant qu'il se met enfin à apprécier son ami. Et déjà que c'est débile comme révélation, perso je trouve ça aussi débile qu'on pense que c'est un suicide, parce que ça peut très bien aussi dire que Peter a empalé le bouffon vert avec son propre planeur. Donc bon, passons à autre chose de beaucoup moins bon. MJ est toujours une pétasse, parce que pour rappel dans Spider-Man 1, Peter lui fait comprendre que entre elle et lui, ça sera pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il est Spider-Man. Dans Spider-Man 2, MJ découvre que Peter Parker est Spider-Man, et elle comprend donc pourquoi celui-ci ne voulait pas qu'ils sortent ensemble. Sauf que MJ a aussi son mot à dire dans cette histoire, et elle a bien raison. Du coup, celle-ci lui avoue qu'elle est prête à assumer la responsabilité d'être en couple avec un super-héros, donc ils se mettent d'accord et finissent en couple. Maintenant, dans Spider-Man 3, elle est confrontée à vivre avec un super-héros, comme c'était prévu, mais ça l'emmerde quand même. Va te faire foutre. La meuf, pendant 2 films, on lui fait comprendre que vivre avec un super-héros n'est pas sans conséquences, que ta vie de couple ne sera pas comme celle des autres, que tu peux être en danger à tout moment et que ton mec ne pourra pas toujours être là car il doit agir pour le bien. Et cette connasse arrive à trouver le moyen de casser les couilles à Peter parce que miskin sa pièce de théâtre à flop et Spider-Man lui est au top de sa forme. La meuf veut littéralement pas que son mec soit plus heureux qu'elle. Mais après, Peter a aussi ses torts dans ce film, puisque comme à son habitude, c'est un connard d'égoïste. Bon, déjà, ça fait quand même du bien de voir un Peter Parker kiffer être Spider-Man pour une fois. Mais par contre, embrasser Gwen, là, non. Pourtant, j'aurais pu être ok avec ça, parce que Peter Parker dans les comics, c'est un putain de charreau. Le mec se tape Betty Brant, Lisa Lane, MJ, Gwen, Black Cat et j'en passe. Ça arrive même qu'il se tape plusieurs meufs en même temps. Enfin bref, mais dans le contexte de cette saga, on a connu un Peter Parker qui aime MJ. Même quand il refuse de sortir avec elle ou qu'une autre meuf se met à le kiffer, il ne pense qu'à MJ au fond de lui. Donc Peter qui embrasse Gwen, c'est censé être un point de rupture définitif entre MJ et Peter. Le mec l'a trompé devant tout le monde,
c'est terminé. Donc si on revient sur ce que je disais de MJ tout à l'heure, ça peut être totalement compréhensible que MJ commence à douter de sa relation avec Peter après ce baiser, mais pas parce que OMG mon mec a mieux réussi sa vie que moi. Surtout que cette erreur aurait pu être évitée s'ils avaient commencé à donner le symbiote à Peter plus tôt. Ça aurait justifié qu'il commence à se comporter comme de la merde, sauf que non, c'est une merde de base. D'ailleurs, venons-en au fait, le symbiote, déjà il débarque de nulle part et atterrit comme de par hasard à New York, parce que les Américains doivent penser qu'ils sont le centre du monde, mais surtout, comme de par hasard à côté du seul être vivant ayant des capacités surnaturelles, aka Spider-Man. Donc rien qu'avec cette introduction et cette facilité scénaristique, on sent que Venom a été injecté au projet sans réelles envies et amour du personnage. On le reverra plus tard lorsqu'il s'attaque au corps de Peter avec l'enchaînement de 2 excellentes scènes, qui montrent bien la monstruosité de la créature et sa puissance, même si bon, Peter qui te lâche un « mais c'est magique ce truc !» sans se poser de questions, et surtout sans réellement avoir fait des trucs de ouf. Enfin, le mec a juste voltigé de nuit, quoi. On a ensuite la scène avec le Dr Connors qui vient dire à Peter de faire gaffe avec ce machin, sans se poser de questions, parce que vraiment, les mecs, vous venez de découvrir une espèce extraterrestre. Et même si vous le savez pas encore, vous pouvez au moins vous dire que vous venez de découvrir une nouvelle espèce animale très dangereuse. Mais bon. Bon, en général, je critique le symbiote de Spider-Man 3, mais quand il est sur Peter, ça va. Je trouve qu'ils ont bien géré l'idée que Peter Parker et Spider-Man deviennent l'inverse de ce qu'ils sont censés être quand ils portent le symbiote. Du genre se mettre à mal parler aux gens, devenir violent, et même cette scène que tout le monde déteste de Peter qui danse et joue le séducteur, je la trouve en vérité ok, parce qu'elle nous montre une nouvelle facette du perso qui se comporte comme un connard égocentrique et égoïste. Le problème, c'est que avant il l'était un peu déjà, et on a pu le constater lors du baiser avec Gwen. Après, tout ça est évidemment amplifié avec ce combat contre Harry où Peter n'a aucune pitié, et le combat contre l'homme sable, et d'ailleurs, parlons-en de l'homme sable. Déjà, c'est l'énième méchant qui est à la base gentil, mais qui devient méchant à cause d'une expérience qui a mal tourné. Expérience qui était vouée à mal tourner vu la débilité des scientifiques qui s'en sont occupés, avec des barrières totalement inefficaces, aucune caméra de sécurité pour voir s'il y a un mec dans le truc au cas où, ou qu'il y ait des flics de partout autour, et évidemment, comme par hasard, c'est quand Flint Marko atterrit dedans qu'ils ont la bonne idée de lancer l'expérience. Mais bon, toute cette débilité aura au moins permis de nous donner cette excellente scène du réveil de l'homme sable, ce qui vient à me faire dire que ce perso avait le potentiel d'être mon méchant préféré de la saga. Que ça soit ses motivations, sa psychologie, ses pouvoirs et sa relation avec sa fille, tout était ultra intéressant. Mais évidemment, fallait que les scénaristes sortent de leur trou du cul l'idée que c'est l'homme sable qui a tué Oncle Ben, et à partir de là, j'en avais plus rien à foutre. Oncle Ben, ça avait été établi, c'était ce FDP qui l'a tué et pas un autre, et je trouve que ça gâche tout le symbolisme de cette scène de Spider-Man 1. Et surtout, on sent que c'est une excuse pour le lier intimement à Peter et pour que celui-ci soit motivé à agir contre lui, parce que évidemment, jamais il serait allé s'attaquer à l'homme sable s'il avait pas tué son oncle, et que de toute façon le scénario n'a même plus le temps de t'expliquer pourquoi Spider-Man devrait arrêter des méchants. D'ailleurs, pour en finir une bonne fois pour toutes avec MJ, c'est bon de rappeler que dans les 3 films, elle se fait kidnapper 3 fois pour le combat final, que pendant les 3 films, elle ne sert à rien à part foutre la pression à Peter et à arrêter les méchants parce que même eux se disent qu'ils sont obligés de kidnapper sa meuf pour qu'il fasse enfin son boulot de super-héros. Enfin bref, Tobey Maguire est selon moi le Spider-Man qui agit le moins comme Spider-Man. Et ça parce que le scénario l'exige, peu importe les circonstances, et ça m'énerve. Et ce qui m'a beaucoup plus énervé, c'est Venom avec comme hôte Eddie Brock. Déjà, Eddie dans le film, c'est loin d'être un perso mauvais, mais je le trouve personnellement très cliché sur certains aspects. C'est juste le rival de service qui va se faire avoir à un moment donné et qui va vouloir sa vengeance. C'est du vu et revu. Et quand il obtient le symbiote, alors là, ça devient juste énervant. Déjà, encore une fois, les personnages se retrouvent comme par hasard au même endroit et au même moment, faisant que le symbiote se transmet de Peter à Eddie. Ensuite, on n'a même pas l'impression que Venom prend vraiment le contrôle d'Eddie, ça a toujours été un connard et le symbiote lui permet juste de gagner en puissance. Et c'est ça qui est putain de dommage, où est Venom dans ce film? Tout est tellement précipité qu'on ne sait même pas pourquoi ce putain d'extraterrestre est là à la base, et surtout qui il est réellement. Il n'a aucune profondeur, aucune âme, et même si je déteste la version de Tom Hardy, faut malgré tout le reconnaître que son Venom a une conscience, un but, une raison d'exister, et qu'on est capable de différencier la psychologie de Eddie et de Venom. Là, c'est juste un monstre de SF lambda qui rend les gens méchants et forts. Et donc, en plus de gâcher le personnage de Venom, le fait de l'inclure dans l'histoire gâche quasiment tout le film, parce qu'il racontait déjà tellement de choses entre la relation Peter-MJ, Harry en bouffon vert et l'homme sable, que ça oblige au projet de changer tout son rythme et sa façon de raconter les choses. Ce film était déjà assez rempli pour nous proposer une œuvre excellente, et Venom, c'est la couche de Kaplan en trop qui fait s'effondrer toute la tour.
La trilogie Spider-Man de Sam Raimi, bien que très appréciée pour ses qualités visuelles, ses moments emblématiques et sa mise en scène marquante, n'est pas exempte de défauts. Si Spider-Man 1 reste à mes yeux un chef-d'œuvre dans le genre, les suites souffrent selon moi de problèmes plus notables. Spider-Man 2 met en avant un Peter Parker trop passif qui subit constamment les événements sans véritablement agir comme un héros proactif. Sa relation avec MJ ainsi que la perte temporaire de ses pouvoirs sont des aspects qui me semblent mal gérés, voire incohérents. Quant à Spider-Man 3, bien que visuellement splendide et riche en moments épiques, il est plombé par une narration surchargée, des arcs de personnages bâclés, notamment celui de Harry, et une gestion maladroite de Venom et du symbiote. Il garde les mêmes défauts que ses prédécesseurs, à l'exception de la qualité des effets spéciaux, et en somme, bien que je reconnaisse l'impact culturel et émotionnel de cette trilogie, j'estime qu'elle est loin d'être aussi parfaite qu'on aimerait nous le faire croire, notamment dans la manière dont Peter Parker est écrit et ses relations avec les autres personnages, faisant que selon moi, Tobey Maguire en Spider-Man, c'est surcoté. Alors on est sur un cas un peu particulier parce que je fais partie de ces gens qui ont bien retourné leur veste par rapport à ce Spider-Man, mais je crois que je l'ai pas retourné dans le même sens que tout le monde. À l'époque où le monde entier crachait sur cette saga, moi je la défendais corps et âme. The Amazing Spider-Man 2 est le premier film Spider-Man que j'ai vu au cinéma et c'était à l'époque où j'avais 8 ans. J'avais jamais autant kiffé une séance de cinéma de ma vie et pour moi Andrew Garfield c'était mon Spider-Man. Et bien sûr j'étais enragé quand j'ai vu qu'il n'allait pas avoir son troisième film et qu'il allait être en plus remplacé par Tom Holland. Un acteur que j'ai détesté pour cette raison sans savoir qu'il avait joué dans un autre film que j'avais également adoré tant il m'avait traumatisé étant gamin, The Impossible, dans lequel mon personnage préféré était justement incarné par Tom Holland. Puis j'ai vu Spider-Man Homecoming, j'ai détesté, puis j'ai regardé des critiques sur YouTube qui disaient que Homecoming c'était vachement bien, et à partir de ces critiques, j'ai décidé de revoir le film en enlevant toute forme de haine injustifiée, en gardant en tête que c'est un nouveau Spider-Man, et qu'il faut que j'accepte qu'il soit différent. Et depuis, Homecoming est devenu mon deuxième film Spider-Man préféré après Spider-Man 1 de Sam Raimi. Alors qu'à la base, mon top 1 et top 2 c'était The Amazing Spider-Man 2 et The Amazing Spider-Man 1. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Andrew Garfield est passé du Spider-Man que j'aime le plus à celui que j'aime le moins? Bah c'est tout con, mais j'ai juste revu les films. The Amazing Spider-Man 1, ou comme j'aime bien l'appeler, Spider-Man 1 de Wish. C'est faux, je l'appelle jamais comme ça. Mais après, c'est vrai qu'en enchaînant les films à la suite, tu te rends compte que ce film, c'est un copié mais pas trop collé de Spider-Man 1, avec des choix scénaristiques un peu différents qui parfois sont mieux, mais aussi beaucoup trop souvent moins bien que le premier opus avec Tobey Maguire. Et vous savez quoi? Commençons par le commencement. L'origine de ce Spider-Man, et rien qu'en disant ça, il y a un problème. Tu ne peux pas enchaîner une saga Spider-Man que tout le monde kiffe avec un film qui recommence tout à zéro. C'est beaucoup trop déroutant, et c'est donc normal selon moi que les gens se sont mis à détester ce Spider-Man. Tu m'enlèves mon doudou que j'ai depuis tout petit, tu me le remplaces par un autre qui est en plus moins bien. Mais ça on y reviendra plus tard. Parce que selon moi, il fallait soit ne pas raconter ses origines et établir un monde où Spider-Man existe depuis des années, et comme ça pas besoin de revenir à la case départ, ou alors adapter un autre Spider-Man, il y en a plein, ça aurait pu être Spider-Man noir, Spider-Man 2099, et me dites pas oui mais c'est nul, et de toute façon les gens ne seraient pas allés les voir parce que c'est pas le Peter Parker original. Les gars, il y a Spider-Man dans le titre, évidemment que les gens seraient allés le voir. Et vu comment ces autres versions du héros sont cool, on aurait grave pu avoir des films de ouf. Mais non, on va prendre aucun risque, refaire ce que les gens ont aimé et comme ça, tout le monde est content. Enfin, nous, Sony Pictures, on est content parce que ça va ramener de la thune. Sauf que non, refaire les origines du héros, c'est avoir le devoir de faire mieux. Parce que t'exposes de manière évidente l'idée que tout le monde va comparer ton histoire à celle du premier film et te démolir si c'est moins bien. Est-ce qui devait arriver arriva? C'est moins bien que le premier film. On peut commencer par parler des origines des pouvoirs de Peter Parker, la morsure de l'araignée. Peter se fait donc piquer à cause de ses actions, c'est lui qui entre dans Oscorp avec pour objectif de l'infiltrer et de se foutre dans la merde, et perso j'apprécie pas ça. Du moins, j'aime pas la façon dont c'est traité dans le film. Car ce qui est intéressant avec Spider-Man, c'est que c'est juste un gamin qui s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment en faisant qu'il n'a pas choisi d'avoir une vie de super-héros, mais qu'il doit malgré tout l'assumer car cela fait maintenant partie de ses responsabilités. C'est pour ça que Peter Parker est un personnage si apprécié par tout le monde, parce que c'est une personne normale, comme nous, qui a juste eu pas de chance. Donc oui, quand tu regardes la trilogie de Raimi, t'es attaché à ce personnage parce que inconsciemment tu te dis que ce gamin, ça aurait pu être toi. Mais du coup, là non.
Peter se fout tout seul dans la merde, se fait piquer et subira toutes les conséquences qu'un Spider-Man doit connaître, tout ça parce qu'il a joué au con. Donc déjà que sur le principe je trouve ça nul que Peter se fasse non pas piquer par accident, mais en plus je trouve ça mal fait. Parce que par exemple, dans les comics Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman, on suit un Peter Parker âgé qui n'a jamais été mordu et qui n'a donc jamais été Spider-Man. Il vit donc une vie dans laquelle Oncle Ben est toujours vivant et où il a eu des enfants avec Mary Jane, et ce n'est que plus tard qu'Iron Man viendra voir Peter pour lui dire que la réalité a été modifiée et qu'en vérité, tu aurais dû être mordu par une araignée te donnant des super pouvoirs, faisant de toi un super-héros nommé Spider-Man. Je te laisse donc une araignée ainsi qu'un costume à ta disposition pour te laisser choisir de la suite de ta vie, vivre une vie normale et relativement cool, soyons honnêtes, ou alors devenir un super-héros et assumer toutes les responsabilités qui vont avec, même les plus dures. Et Peter choisit la deuxième option parce qu'il ressent ce besoin de faire avancer les choses et d'aider les autres. Ce qui fait que, tout comme Andrew, celui-ci devient Spider-Man à la suite de ses propres actions. La différence est qu'il y en a un qui choisit ouvertement de le devenir car il en ressentait le besoin et que c'est limite une obligation morale pour lui parce qu'il ne veut pas ignorer les conséquences positives qu'un super-héros peut apporter au monde, même si les conséquences sur sa vie privée seront néfastes, et il y en a un qui devient Spider-Man juste parce qu'il a mis son nez où il fallait pas, et c'est tout. Alors je dis pas que le film aurait dû faire comme un tel ou un tel, mais c'est juste qu'en voyant toutes les autres possibilités qu'aurait pu prendre cette saga pour nous présenter un nouveau Spider-Man, ils ont pris le chemin de la facilité. C'est-à-dire re-raconter une histoire qu'on connaît déjà, avec des petites différences dans la forme pour éviter qu'on crie au plagiat, mais qui dans le fond n'apporte rien de plus et gage de manière significative le symbolisme des origines de Spider-Man. Et c'est pareil pour la suite, la mort de l'oncle Ben c'est quasiment pareil que dans Spider-Man 1, à la différence que c'est beaucoup moins impactant parce qu'à aucun moment on ne montre Peter utiliser ses pouvoirs de manière irresponsable et égoïste, ce qui servait d'opposition avec ce que Ben lui disait avant qu'il se mette à s'embrouiller. Et me dites pas que c'est égoïste qu'il utilise ses pouvoirs pour ridiculiser Flash, parce que pour le coup je trouve ça totalement juste. Flash c'est un vrai connard et pas que avec Peter, et cette scène le remet justement à sa place et montre aussi que Peter aime bien aider ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et c'est cool. Et même par la suite, on montrera que Flash s'est mis à respecter Peter après ça, donc pour le coup, le moment où Ben critique Peter pour avoir humilié celui qui harcèle et humilie tout le monde, bah je suis désolé, je ne vois pas en quoi c'est mal et c'est pas si égoïste que ça en a l'air. Et même lorsque Peter doit être égoïste lorsqu'on lui dit d'aller se faire foutre parce qu'il lui manque 2 cents pour acheter une canette, sauf qu'il lui manque vraiment 2 cents. Genre ok c'est cool, on montre que Peter galère niveau thune, ça y a pas de problème. Mais si de base il se venge, c'est parce qu'on l'a arnaqué, là on l'arnaque pas vraiment. Il fait juste face à un casse-couille qui a malgré tout toutes les raisons du monde de ne pas vouloir lui donner ce qu'il veut. Donc c'est plus seulement que Peter est égoïste, c'est aussi devenu un petit con et ça va lui valoir la mort de son oncle. Donc pour moi, même ça c'est gâché. Ensuite pour ce qui est de la mise en place de notre super-héros, je trouve ça mieux fait. On explique un peu plus comment notre héros fonctionne, comment il développe ses gadgets, ses costumes, ses entraînements, et ça c'est cool. Parce que ça rend ce Spider-Man encore plus fascinant. Et d'ailleurs, même si depuis des années c'est devenu normal de voir les coulisses de la vie d'un super-héros au travers de sa vie privée, faut savoir que Spider-Man était un des rares premiers à vraiment représenter l'idée qu'un super-héros n'est pas si parfait que ça, et que sa vie privée a un impact direct sur sa vie de héros et inversement. Et donc voir l'acheminement du pourquoi du comment Peter Parker réussit à devenir Spider-Man ne peut être qu'intéressant. Surtout que dans Spider-Man 1, c'est pas réellement montré à part pour ce qui est de la conception du costume. Mais il y a quand même un petit défaut dans tout ça, Peter ne fabrique pas ses toiles. Les gens ont tendance à dire le contraire, mais ça ne fait que confirmer que selon moi, il ne regarde pas bien les films, puisqu'on nous montre clairement que les toiles de Peter sont récupérées de chez Oscorp, et que lui ne fait que les exploiter en construisant un système de lance-toiles avec. C'est pour ça que je maintiens l'idée que Tom Holland est le seul Spider-Man qui possède de véritables lance-toiles faits entièrement par lui-même. Et c'est dommage parce que c'est un petit peu incohérent qu'Oscorp puisse voir qu'un gars leur achète des toiles d'araignée pour être Spider-Man et qu'ils ne se rendent pas compte. Non, parce que vraiment Peter fait des commandes Amazon chez Oscorp pour recevoir des toiles pour être Spider-Man, et eux ils remarquent rien. Bref, passons au moment où Peter commence vraiment à devenir Spider-Man, et c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'il est Spider-Man pour les mauvaises raisons, la vengeance. Il devient Spider-Man en ayant pour but de se venger du tueur de son oncle, et je suis désolé mais je pense que c'est de la grosse merde. Surtout qu'à part dire vous avez vu, c'est pas exactement comme dans Spider-Man 1 parce que dans le 1 il tue directement le meurtrier avant qu'il devienne un vrai héros, et c'est justement par le fait que sa mort ne le soulage pas que ça le motive non pas à devenir Spider-Man pour taper des criminels, mais pour protéger les gens des criminels. Sauf que dans The Amazing Spider-Man 1, c'est pas le cas puisque Peter ne retrouvera jamais le meurtrier d'oncle Ben. Donc il aura jamais ce déclic
type de oh putain la vengeance ça sert à rien. En fait si, il l'a quand il sauve le gamin lors de la scène du pont et qu'il se rend compte qu'il doit être Spider-Man pour aider les gens. Mais le problème c'est que du coup tout l'arc narratif autour du meurtrier d'Oncle Ben ne sert plus à rien. Je ne rigole pas, au milieu du film on n'en entend plus jamais parler. Pourtant c'est quand même une étape importante dans le développement du personnage et en soi c'est une bonne idée de montrer que Peter change d'état d'esprit après avoir sauvé des gens plutôt qu'après avoir tué un criminel. Mais faut pas non plus en rien faire. Vraiment, même dans The Amazing Spider-Man 2, on n'entend plus parler de ce FDP alors qu'il est toujours en liberté. Je sais qu'il ne faut pas que Peter le tue parce que ça serait contraire à son développement, mais faut pas non plus arrêter tes recherches. Tu le sais que ce gars est dangereux, trouve-le frérot. Sauf que non. Par la suite, on enchaîne directement avec Peter qui enquête sur le lézard et plus jamais on reverra le gars qui a tué son oncle sans aucune explication. Mais du coup, maintenant qu'on l'a évoqué, on peut en parler, le lézard, aka le docteur Kurt Connors. C'est un bon méchant. C'est tout. Perso, je trouve son design stylé et menaçant, même si sa tête est un peu zarbi. Niveau adaptation, bon, c'est difficile de rater ça, parce que le lézard, c'est pas non plus le méchant le plus complexe de Spider-Man, même si c'est un peu dommage de pas parler de sa famille, parce que dans les comics, ils sont souvent importants, et dans certaines histoires, il se passe quand même de sacrées dingueries. Genre dans Spider-Man Shield, Connors cède totalement à ses instincts bestiaux et finit par buter son fils Billy. Mais bon, le film a pris encore une fois le chemin de la facilité et fait du lézard le fameux méchant qui veut faire un monde peuplé entièrement de lézards. Et je vais pas dire que c'est nul parce que ça fait partie de la base du personnage, mais c'est dommage de pas aller plus loin. Il y a aussi une nouvelle intrigue qui est installée dans cette nouvelle saga avec ce film qu'on n'avait jamais vu avant au cinéma. C'est l'histoire des parents de Peter Parker, qu'est-ce qui leur est arrivé. Et moi j'ai envie de dire un truc. Est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles? Déjà que dans les comics, personne n'en avait quasiment rien à battre, même si des histoires ont été faites sur eux et qu'en vérité ils étaient des agents secrets affiliés au Shield et donc à Nick Fury. Non, en fait c'est surtout que raconter les origines des parents, ça gâche selon moi encore une fois l'idée que Peter Parker c'est une personne lambda. Si tes parents ont travaillé comme agents du gouvernement américain, désolé, tu n'es pas n'importe qui. Et dans les films, ils vont prendre un chemin encore pire, parce que, attention, en vérité, c'est Richard Parker, aka le père de Peter Parker, qui a créé les araignées génétiquement modifiées. Allez vous faire foutre. Mais vous savez quoi? Je vais pas trop en parler tout de suite parce que The Amazing Spider-Man 2 nous réserve encore pire comme idée de merde par la suite. Pour en finir avec The Amazing Spider-Man 1, j'aimerais vous parler de la scène des grues et bordel, qu'est-ce que c'est ridicule. Ok, la musique et les visuels sont magnifiques, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais la BO de ce film est ma préférée de toute saga Spider-Man confondue. Mais qu'est-ce que c'est con! Genre tous les grutiers de New York qui se placent en 10 secondes, les grues qui sont toutes positionnées pile poil au bon endroit, les flics qui empêchent les voitures de traverser la rue pour pas que Spider-Man se les prenne alors que bordel, il voltige dans les airs, à quoi tu sers? En fait, cette scène représente exactement tous les problèmes du film, il avait tout pour être bien, des musiques de fou, des acteurs géniaux, un excellent réalisateur et plein de bonnes idées, mais qui malheureusement ont été mal exécutées. Parce qu'évidemment, cette séquence est là pour montrer que New York est du côté de Spider-Man, qu'il fait ce qui est juste et mérite d'aller au bout de sa course. Mais je ne vois pas en quoi c'est si spectaculaire que ça. On avait déjà vu les gens kiffer le héros, à part les flics évidemment, mais selon moi, s'ils auraient voulu faire quelque chose de vraiment fort symboliquement, ça aurait été de montrer pour la première fois de la voltige dans cette séquence. C'est un truc que je reproche au Spidey de Tom Holland, c'est qu'on nous montre qu'il a le vertige et qu'il est peu expérimenté, mais à aucun moment on a la séquence du déclic, où il se met enfin à voltiger d'immeuble en immeuble, et The Amazing Spider-Man 1 avait toutes les cartes en main pour faire ça, sauf que là non plus. Peter voltige dès qu'il devient Spider-Man sans aucun problème. Perso, j'aurais kiffé qu'il fasse comme dans le film Godzilla de Gareth Edwards, où tout le long on ne montre jamais les monstres s'affronter. On cut au moment où on pense que ça va péter pour bien nous frustrer, et une fois arrivé à la fin, on filme enfin la baston et fait tout péter. Là tu fais pareil où à chaque fois tu montres un Peter qui sait pas voltiger et dès qu'il essaye il y arrive pas ou alors on coupe la caméra et une fois arrivé à ce moment là du film, on le montre enfin y arriver et bim, scène mémorable et frisson garanti. The Amazing Spider-Man 1 avait la possibilité de relancer une saga totalement déconnectée de l'univers de Sam Raimi en établissant une nouvelle mythologie, des nouveaux personnages, des nouvelles intrigues et plein d'autres trucs de dingue, mais a malheureusement décidé de prendre le chemin de la facilité et de faire un film moyen, pas très intéressant, voire assez oubliable.
Alors pour ce film, on va partir d'un truc, je vais le juger en tant que film. Donc quand je vais critiquer des trucs en disant mais ça sert à rien, ça mène à nulle part, ça sert à rien de me dire oui mais si c'est pas expliqué c'est parce qu'ils avaient prévu de le montrer dans la suite, sauf qu'il n'y a pas eu de suite, et s'il n'y a pas eu de suite, c'est peut-être parce qu'ils ont oublié de faire un bon film. Le film s'ouvre sur Spider-Man qui tombe du ciel, et non je déconne, ici on a vu le film et on sait que la première scène c'est celle avec les parents de Peter qui meurent dans un crash d'avion. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que sur tous les réseaux sociaux, tout le monde dit que cette séquence est la scène d'ouverture alors que c'est faux. Et ça soulève le premier gros problème que j'ai avec ce film, même si c'est pas forcément de sa faute. Les gens l'aiment parce qu'ils ont envie de retenir que ce qu'ils ont envie de retenir. Et ça parce que c'est à la fois le film Spider-Man le plus cool, mais aussi le plus nul. Le film s'ouvre donc sur une scène avec les parents de Peter dans un avion, et que dire à part qu'on s'en fout et que ça ne servira jamais à rien à part pour faire perdre du temps et donc gâcher le rythme du film. Après donc 7 minutes 30 de film, on voit enfin Spider-Man apparaître à l'écran dans une seconde scène qui est pour le coup excellente. Visuellement, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. La mise en scène met en valeur tout ce que fait le personnage, le rendant spectaculaire et nous donnant l'impression à certains moments de voltiger avec lui. Il y a aussi des détails tout cons comme le logo de l'araignée qui devient celui qui se trouve sur le dos de Spider-Man qui est en train de tomber du ciel, et qu'on comprend ça parce que son costume subit la force du vent, venant renforcer à la fois le réalisme et le côté fait maison de son costume. Et moi qui dis tout le temps qu'une scène de voltige c'est pas fait pour qu'on se branle dessus mais pour nous raconter quelque chose, bah là ça raconte quelque chose. La manière dont on nous montre Spider-Man voltiger est totalement sous contrôle et lui s'amuse, montrant que Peter arrive à gérer sa vie privée et sa vie de héros. Alors là pour le coup je suis totalement d'accord avec vous, Andrew Garfield est celui qui possède les meilleures scènes de voltige tout film confondu. Voilà, j'essaye d'être un peu gentil parce qu'après je vais lui niquer sa mère. Et vous savez quoi, ça ne va pas trop tarder puisqu'on arrive à la séquence avec le camion et le rhino qui est objectivement, et je dis bien objectivement, j'en ai plus rien à foutre, le pire méchant, toute saga Spider-Man confondue. Le gars est un cliché du Ruskov de merde avec tenue Adidas, supplément je me comporte comme un méchant débile parce que je suis un méchant débile. Et ne parlons même pas de lui à la fin avec sa tenue mécanique, montrant que les gens qui ont fait ce film n'avaient aucune idée de qui était ce gars parce que Alexei Sitchevich est un personnage bien plus profond que ça, et suffit de lire ne serait-ce que ce comics pour le savoir. Mais sinon la scène du camion est globalement sympathique, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que des dizaines de personnes innocentes sont mortes parce que Spidey préfère vanner Rhino pendant 5 minutes plutôt qu'arrêter son putain de camion. Tout le monde sait que Spider-Man c'est un super-héros qui aime bien se foutre de la gueule de ses ennemis, mais quand il le fait, c'est quand il pense qu'il a le contrôle de la situation. Sauf que là, toute la scène te montre l'inverse. Et lui il est là, comme un connard, à prendre son temps, et en plus, je suis désolé hein, mais là le gars lui tire dessus à la mitraillette à 10 cm de lui, et genre y a aucune balle qui le touche. Bref, par la suite on retrouve Peter qui va à sa remise de diplôme et voit une illusion du père de Gwen qui, je ne l'ai pas dit, est décédé en affrontant le lézard avec Peter, et lui a fait promettre de ne plus jamais être avec Gwen pour pas qu'elle soit en danger. Et Peter, comme c'est un garçon très responsable qui connaît les conséquences d'impliquer ses proches dans des bourbiers qui finissent par les tuer, celui-ci quitte Gwen à la fin du 1, mais se remet avec Gwen à la fin du 1. Ils ont voulu faire une fin similaire à celle de Spider-Man 1, mais pas trop non plus, parce que quand même la relation Peter et Gwen c'est pas comme si c'était le plus gros point positif de cette saga. Donc du coup dans ce The Amazing Spider-Man 2, Peter est bel et bien en couple avec Gwen, et là... Je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, car comme on connaît la finalité de cette histoire, je trouve ça intéressant de faire de Peter Parker quelqu'un d'irresponsable qui finit par subir les conséquences de ses actes. Parce que tout l'intérêt de ce The Amazing Spider-Man 2, c'est de montrer que Peter n'agit pas de la bonne manière. Les illusions du père de Gwen sont le symbole de son irresponsabilité, et la mort de Gwen, les conséquences logiques de ses actions. Donc en soi, c'est une bonne idée. Mais Peter a quand même vécu la mort de plein d'autres personnages dans le précédent volet, donc ça voudrait dire qu'en 2 films, il n'a pas évolué jusqu'à la fin du 2. Il garde le même état d'esprit de merde par rapport à la gestion de ses responsabilités, et je trouve ça nul. Si vous vouliez tuer Gwen et refaire cette séquence iconique des comics, sachant qu'en plus dans le film, elle est vachement bien réalisée et très mémorable, donc c'est cool, bah fallait le faire dans le 1. Montrer un Peter irresponsable jusqu'au bout, un gars qui cherche à tout prix la vengeance n'acceptant pas la mort de Ben et implique donc ses proches dans ses histoires les menant à leur perte, ça aurait été génial parce qu'ils seraient au moins allés jusqu'au bout de leurs idées et ça aurait fait fermer des bouches sur la similarité entre la nouvelle et l'ancienne saga. Mais non, faut que Peter change au cours du film pour qu'il puisse se mettre à la recherche du lézard, puis une fois qu'il en a fini, on le refait devenir con et irresponsable. En fait, le Spider-Man d'Andrew Garfield, c'est une vague. Il ne sait pas ce qu'il doit être, ce qu'il faut faire, où il faut aller tant qu'il n'est pas guidé par le vent du scénario qui va le faire percuter un rocher qui est donc... la mort de Gwen. Bref, on a sauté pas mal d'étapes, donc parlons un peu des autres personnages comme Electro.
Et que dire à part que j'aime bien son design, qui est une référence à l'univers Ultimate, et que son thème musical est génial. Mais sinon, c'est de la grosse merde. En fait, selon moi, les meilleurs méchants sont souvent ceux qui reflètent le héros, exposant ses faiblesses, ses doutes ou ses valeurs sous un angle déformé. Ce lien profond et le parallélisme entre le héros et son antagoniste donnent une dimension supplémentaire à leur affrontement, permettant au héros de se découvrir, de se surpasser et même de changer. Et bah vous savez quoi? Electro, c'est rien de tout ça. Maxwell Dillon est présenté comme un employé frustré et socialement marginalisé qui développe une fixation obsessionnelle sur Spider-Man et le fait d'être quelqu'un pour les autres, sauf que lorsque Spider-Man l'oublie et que la police lui tire dessus, Max bascule brutalement dans la haine. Déjà, ce déclencheur est trop rapide, le film manque de développement pour que sa haine contre Spider-Man soit crédible, ce qui fait que selon moi, ses motivations sont plus que bancales. Mais surtout, Spider-Man, il retient quoi de ce gars-là? À quel moment du film, Peter s'intéresse à Electro? Les deux ne se revoient qu'à la fin, et Peter est limite surpris qu'il soit encore vivant tellement il en avait rien à foutre. Puis les deux se combattent, et Electro meurt, Spider-Man tue un méchant, donc déjà c'est un problème, Spider-Man ne tue jamais ses ennemis, même les plus dangereux tant qu'ils sont humains, parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, chaque action ou inaction peuvent avoir des conséquences désastreuses, et utiliser ses pouvoirs pour tuer est égoïste et irréfléchi et peut déclencher un cycle de vengeance, faisant de nouveaux méchants. C'est quelque chose qui a d'ailleurs été légèrement traité dans Aquaman 1, lorsque Arthur laisse pour mort le père de Black Manta, et que celui-ci veut à tout prix se venger de ça. Si Andrew se comportait réellement comme Spider-Man, il se serait renseigné sur Max Dillon. Il aurait essayé de le soigner et de le sauver. Bref, construire une intrigue autour de tout ça comme l'avait bien fait The Amazing Spider-Man 1 quand Peter essaye d'en savoir plus sur le lézard. Mais non, faut rajouter des scènes pas intéressantes qui mènent à nulle part, et ça on y reviendra plus tard. Et même si la situation lui impose de le tuer, il aurait au moins pu montrer Peter être dégoûté d'avoir brisé son code moral comme Zack Snyder l'a fait avec Superman dans Man of Steel. Même dans la trilogie originale, la mort du bouffon vert n'est pas sans conséquence que ça soit pour Peter ou Harry. Mais non, ici, ils n'en font rien. Electro, c'est juste un obstacle pour Peter, rien de plus. Donc, quelle utilité de choisir ce méchant au juste? Pour faire des plans stylés? Et oui, c'est stylé, mais c'est que de la poudre aux yeux, tout comme le reste du film d'ailleurs. Il ne se passe jamais rien. L'arc des parents de Peter, par exemple, il sert à quoi dans le film? À rien, et c'est pas une blague. Peter apprend juste que son père a mis de l'ADN de Parker dans les araignées, faisant que seul un Parker peut devenir Spider-Man, donc déjà, nique ta mère, voilà, c'est bon. Qui est le fils de pute qui a écrit cette idée de merde, qui détruit le symbolisme de l'origine de mon héros préféré? Déjà que dans The Amazing Spider-Man 1, ça cassait un peu les couilles que Peter se fasse piquer à cause de lui-même. Dans The Amazing Spider-Man 2, on va enfoncer le couteau dans la plaie, avec tout un délire lié autour du destin, sauf que Spider-Man, c'est pas un super-héros lié au destin et ça l'a jamais été. Mais si on reste dans le film, qu'est-ce que cette nouvelle idée géniale apporte au scénario? Bah rien, je l'ai déjà dit, hein, c'est rien du tout. On n'en reparle jamais dans le film et à aucun moment ça résout un problème de l'histoire. C'est juste là pour combler du vide. Pourtant, c'était pas compliqué d'intégrer ça, et vous allez voir, parce qu'attention, un nouveau personnage de merde fait son apparition, Harry Osborn. Harry dans le film voit son père mourir et apprend que sa maladie était héréditaire et qu'il va mourir à son tour. Sauf que le film étant écrit par une classe de CM2, la maladie qui a mis 60 ans à buter Norman met quelques jours pour buter Harry. Pourquoi ? Pour arranger le scénario évidemment. Et donc Harry va tout faire pour essayer de trouver un remède et va s'intéresser à Spider-Man, car celui-ci possède des capacités régénératrices exceptionnelles, sauf que Spider-Man, sachant que seul un Parker peut survivre à une piqûre d'araignée, refuse de lui donner son sang. Et c'est pas ça le scénario. Je viens de vous mentir pour vous montrer à quel point ce film est affreusement mal écrit. Et pourquoi ça, me diriez-vous? Parce qu'en vérité, Spider-Man refuse de donner son sang à Harry pour aucune raison. Il lui dit simplement que ça pourrait être dangereux, mais pourquoi? Pourquoi ça serait dangereux? T'es pas censé le savoir ça. C'est dans les scènes d'après que t'apprends que ton sang ne peut pas être donné à quelqu'un d'autre qui n'est pas de ta famille. Donc Peter refuse juste de donner son sang à Harry parce que c'est un connard, je suis désolé, y a pas d'autre moyen de qualifier ce FDP. Le gars lui aurait pas donné, peu importe les conséquences, c'est un gros bâtard, il veut juste voir son pote mourir en fait. Surtout que bordel, ça aurait été malin que Peter donne son sang pour aider Harry, puis se rend compte plus tard qu'il ne devait pas le faire et bim, bouffon vert. Mais au lieu de ça, on a 10 000 autres scènes de Harry qui infiltre Oscorp et arrive à se taper contre toute la sécurité hautement entraînée tout en étant affaibli par sa maladie, puis ça...
On dirait vraiment que le film fait tout pour prendre que les mauvais choix, débilité sur débilité, y a rien qui va. Le film ne sait même pas ce qu'il veut nous raconter et premier degré, faites le test chez vous, essayez de résumer ce film. Écrivez en commentaire un résumé très court de The Amazing Spider-Man 2 et vous allez voir que vous allez galérer comme jamais, puisqu'il raconte tout et n'importe quoi sans aucun but précis. Pour en finir avec le bouffon vert, en plus d'être un méchant mal écrit, il est horriblement moche et pas dans le bon sens. Son design est le niveau 0 de la créativité, pas du tout mémorable contrairement au bouffon de Dafoe, même si son costume faisait plus kitsch, mais au moins on peut le remercier d'avoir tué Gwen, parce que sinon Peter aurait arrêté d'être Spider-Man, et oui, vous avez bien entendu, si Gwen ne serait pas morte, Peter serait parti vivre avec elle en Angleterre et aurait laissé New York sans protecteur. Et donc la fin du film avec le gamin qui fait face au Rhino aurait été beaucoup moins drôle, puisqu'il serait tout simplement mort. Andrew Garfield est le Spider-Man le plus irresponsable qu'on ait vu au cinéma, et ce qui m'énerve, c'est que les films ne l'assument pas. Parce que je vous l'ai déjà dit, ça m'aurait posé aucun problème de faire un Spider-Man irresponsable du moment que c'est justifié. Sauf que là, ça ne l'est pas. Andrew Garfield est responsable ou irresponsable si ça arrange le scénario. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Soit tu vas au bout de tes idées et tu fais un Spider-Man responsable mais qui à chaque fois est confronté à de nouveaux dilemmes qui font qu'il devient légèrement irresponsable sans le vouloir et doit se rattraper comme l'ont fait Tom Holland et Tobey Maguire, ou alors tu innoves et tu assumes que ton personnage est un gros FDP et tu ne le montres pas comme un BG qui fait des trucs cool, et fais en sorte qu'il obtienne ce qu'il mérite par la suite, provoquant une rédemption et le poussant à devenir meilleur à l'avenir. Et bah les The Amazing Spider-Man, c'est aucun des deux. Ils ont le cul entre deux chaises, ils ne savent pas quoi faire avec ce Peter Parker. Bref, finissons-en une bonne fois pour toutes avec ce film, c'est pas bien. C'est une œuvre faite uniquement pour dire vous allez voir la suite sera incroyable, il y aura les Sinister Six, il y a un personnage mystère et plein d'autres trucs secrets que vous allez voir, vous allez trop kiffer, sauf que non. Encore une fois il y a plein de bonnes idées de réalisation, mais c'est tout, c'est de la poudre aux yeux. On se fait chier comme jamais devant ce film et à chaque fois que les gens en parlent en bien, c'est juste par rapport à la séquence de voltige du début, des combats contre Electro et de la mort de Gwen. Le reste on s'en branle et ce qui m'énerve c'est que les gens font comme si certains passages de ce film n'existaient pas, parce que eux-mêmes savent que ce n'est pas bien, mais n'arrivent pas à s'en rendre compte. C'est pour ça que j'ai dit que c'est à la fois le film le plus cool et le plus mauvais. Les bonnes scènes sont incroyablement géniales, les mauvaises sont incroyablement nulles à chier. Il y a des bonnes idées de réal, il y a des plans qui sont réussis, mais les bonnes idées de réal, les plans réussis, l'esthétique, les effets spéciaux, tout ça, pour moi, est fait pour habiller un scénario et des personnages. Ça ne sert à rien de mettre une jolie robe et du joli maquillage sur un gros tas de merde, parce que ça reste un gros tas de merde. Voilà. C'est bien, il y a des bonnes idées de réal, les machins, et tout ça, les effets spéciaux, ils sont réussis, il n'y a pas de problème, il y a des plans où tu dis, ah, ils ont essayé de construire un plan, machin, etc. Mais si le scénario est absurde et que les personnages sont au-delà de l'absurde, mais vraiment, on est dans l'incohérence permanente, c'est systématiquement, ça ne m'est pas arrivé depuis Suicide Squad, j'ai eu envie de quitter la salle. À plusieurs moments du film, j'ai eu envie de quitter la salle, vraiment, j'ai eu envie de me barrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Putain, vous avez tenu le choc. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, c'est normal, j'ai un peu forcé le truc parce qu'évidemment, il y a plein de points positifs que j'ai pas évoqués, c'est normal, c'est parce que c'est le but de cette vidéo, de montrer que les points négatifs. Sachez que ce n'est que mon avis et que vous avez le droit d'aimer ces films. D'ailleurs, j'aime ces films, c'est juste que je les aime un peu moins que les autres. Et ça parce qu'au fur et à mesure que les années passent, je développe un esprit un peu plus critique parce que je grandis et j'étudie un peu plus le cinéma. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine. J'ai jamais fait d'outro de ma vie. Vraiment, premier degré, je n'ai jamais fait d'outro de ma vie. Tchuss, au revoir, adieu. Adios.